Bonjour à tous, ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon cousin Marvin et mon amie Lisa pour discuter d'un sujet qui nous concerne tous les trois, les maladies auto-immunes, et plus particulièrement la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, plus connue sous le nom de RCH. Bien que distinctes, ces deux maladies sont souvent considérées comme des cousines en raison de leurs nombreux points communs, tant au niveau des symptômes que des traitements. Pour mieux comprendre, la maladie de Crohn et la RCH sont des maladies inflammatoires chroniques du tube digestif. En d'autres termes, le système immunitaire, en dysfonctionnement, identifie à tort une menace et attaque directement le tube digestif. Cela entraîne divers symptômes, dont une perte d'appétit, des douleurs abdominales et bien souvent une anxiété sociale croissante à mesure que la maladie évolue. Mais concrètement, qu'est-ce que cela signifie de vivre avec une maladie auto-immune ? Quelles en sont les implications, aussi bien physiques que psychologiques ? Et peut-on finalement apprendre à cohabiter avec sa maladie pour mener une vie aussi normale que possible ? C'est à travers nos témoignages que nous allons tenter de répondre à ces questions. Je suis Barbara et vous écoutez Bougie Parfumée. Bon épisode. Salut vous deux, comment ça va ? Salut. Ça va. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour nos auditeurs et auditrices, s'il vous plaît ? Honneur aux dames. Moi, c'est Lisa. J'ai 27 ans. Et puis, c'est tout. Et toi ? Moi, Marvin, bientôt 34 ans. Et atteint de la maladie de Crohn depuis l'âge de, on va dire, 17 ans officiellement. Mes premiers symptômes se sont fait ressentir à 12 ans. Ok. On va revenir dessus, de toute façon. Très bien. Alors, avant de commencer, j'aimerais faire un petit disclaimer pour nos auditeurs et auditrices. Parce que dans cet épisode, on va beaucoup parler de caca et d'autres choses liées à l'intestin qui ne sont pas très glamour. Donc, on essaiera au maximum d'employer des termes pas trop rebutants. Mais voilà, vous êtes prévenus. Alors, du coup... Donc, tu viens de dire que tu es atteint de la maladie de Crohn. Donc, voilà, est-ce que vous pouvez dire si c'est la maladie de Crohn ou la RCH que vous avez, à quel âge vous avez été diagnostiqué et quels étaient les premiers symptômes qui vous ont mis la puce à l'oreille et vous ont poussé à consulter ? Alors moi, pour ma part, c'était des douleurs abdominales, dans un premier temps, qui ont été de plus en plus accrues au fil des mois et des années. Ouais. Parce que comme je l'ai dit précédemment, en fait, à l'âge de 12 ans, je commence à avoir des symptômes et en fait, ça s'est intensifié au fil des années. Okay. Donc jusqu'à 17 ans, j'ai décidé de faire une coloscopie, étant donné les antécédents familiaux. Donc, moi, mes premiers symptômes, c'était douleur abdominale et on va passer sur le côté un peu moins glamour. J'avais du sang dans les selles et fissures anales. Ouais. Donc ça, c'était vraiment dur à gérer, quoi. Surtout quand on est jeune. Mais c'est clair. Et à en parler. Oui, c'est clair. Et toi, Lisa ? Alors, moi, de mon côté, c'est plutôt récent. C'était en 2023, je crois, ou 2023. En fait, ce qui m'a alertée, c'est que ça faisait quelques mois que j'avais des saignements, pareil. Et au début, je me suis dit, ça va passer, voilà. Et j'en parle à ma mère, qui pour le coup, elle a une RCH aussi, et qui me dit, mais ça va pas la tête, ça fait plusieurs mois que tu as des saignements, enfin, faut que tu consultes une gastro, en fait, parce que tu peux pas rester comme ça, genre, c'est pas normal. Ouais. Et donc, j'ai consulté, j'ai fait une coloscopie, d'ailleurs, ça, on en reparlera, horrible. Et c'est là qu'en fait, ils m'ont diagnostiqué la RCH, donc comme ma mère. Parce qu'au début, c'est vrai que, comme tu disais, déjà, en parler, juste dire, je saigne et tout. Au début, tu te dis, c'est pas grave, on ça verra. va passer. Ouais, c'est ça. Et après, au bout d'un moment, je commençais à me dire, ça fait 3 mois, là, ça devient un peu long, faut peut-être en parler. Ouais. Et puis, tu te dis, tant pis, quoi, au pire... Ouais, je vous rejoins. Moi, c'est...
En fait, de base, j'ai toujours été genre une grande constipée. J'ai toujours eu des problèmes de digestion un peu toute ma vie, adolescence, enfance, etc. Et à 20 ans, je crois que j'ai eu ma première fissure anale, mais c'est pareil, je l'ai un peu passé sous silence. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, ça va passer, quoi. En fait, t'oses rien dire et tu dis, ça va passer. Et effectivement, ça finit par passer. Sauf que ça revient plus tard, quoi. Genre, moi, c'est à 25, 26 ans que ça s'est intensifié, où vraiment j'avais une fissure qui ne guérissait pas. Donc, en gros, dès que tu vas à la selle, t'as tout le temps du sang. Donc, tu commences à te dire, bon, voilà. Et aussi, c'était en 2012, donc j'avais 24, 25, et je faisais des intoxications alimentaires à répétition. Genre vraiment, sur un an, j'ai dû en faire 4. Ah ouais. Et c'était hardcore à chaque fois, quoi. Enfin, je me rappelle d'un jour, j'étais en stage, et donc on fait la pause déj, machin, je mange mon truc. Déjà, en mangeant mon truc, je me dis, ça a pas l'air ouf, mais vas-y, c'est pas grave et tout. Et après, la digestion, je me sens hyper mal, je deviens toute pâle et tout. Donc là, je vais aux toilettes, je vomis, je reviens. Mes collègues ils me disent, ça va, t'as l'air toute pâle, machin. Je dis, non, je viens de vomir et tout. Ils me disent, non, mais rentre chez toi, c'est pas grave et tout. Et en fait, du moment où je me barre jusqu'à chez moi, j'ai vomi, je sais pas, une dizaine de fois. Genre, je m'arrêtais, je vomissais dans le caniveau, dans la rue et tout. Ouais, c'est pas normal. Vraiment, les gens, ils devaient se dire, qu'est-ce qu'elle a, cette meuf, elle est enceinte ou je ne sais quoi. Mais parce qu'en plus, t'es en pleine journée, quoi. Grande journée ensoleillée, je me rappelle. Et en fait, tu passes un switch dans ta tête en mode, vas-y, la honte, j'en ai plus rien à foutre de la honte, je veux juste que ça s'arrête. Et donc, je vomissais, machin. J'arrive à la gare, j'avais eu quand même la présence d'esprit de prendre un sac plastique. Ouais. Donc, pendant que j'attendais mon train, je vomissais dans un sac plastique. La folle du bus, quoi. Ah ouais, non, mais vraiment, quoi. C'était l'enfer. Et voilà, donc j'ai fini par consulter, dans un premier temps, un proctologue. Qui lui m'a dit bon, on va faire une biopsie. Donc en fait il fait un prélèvement au scalpel au niveau des selles. Non, au niveau de ton rectum, quoi. Ah ok. Je sais plus trop comment il a fait son affaire. Je pense qu'il m'a inséré un truc, voilà. Ouais. T'étais endormi Non. Wow. Non. Et je pense que c'est un genre de spéculum mais version anus, quoi. D'accord. Et donc il te met son truc, hop, il fait son petit prélèvement. C'est très désagréable mais c'est pas douloureux en soi. Sauf que j'ai jamais eu les résultats de cette biopsie. Et donc, je suis un peu passée à autre chose. Je me suis dit, non, je veux pas savoir et tout. Et en fait, quelques mois après, j'ai, pour le coup, consulté un gastro qui, lui, m'a dit, on va faire une coloscopie. Ouais. Et effectivement, la coloscopie, c'est horrible. Même la préparation. C'est la préparation, c'est ça le pire. surtout. C'est même pas tant j'ai envie de dire l'opération. C'est pas une opération, c'est une intervention parce que t'es endormi. Enfin, moi, j'étais endormie. Je crois qu'on est endormi tous. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et tu vois pas le truc passer, mais c'est plus la préparation, ce produit. Le très produit, mais c'est. Et encore, ils ont fait des efforts. Ah ouais, maintenant, sur le goût, et puis tu dois boire, je sais plus, 4 litres. 4 litres. Ouais. Et puis après, l'effet qu'il a sur toi, ce produit aussi, il te fait mal. Peut-être on en reparlera, mais. Oui, pour resituer un peu. En gros, préparer une coloscopie, c'est que déjà pendant 5 jours avant l'intervention, tu dois manger sans résidus, donc ça veut dire que tu dois plus manger de fruits, légumes. En fait, tu dois manger que des trucs qui constipent. Donc, je sais pas, du riz, des biscottes, des choses comme ça. Vraiment riz blanc sans sauce. Voilà. Donc, je sais même pas si le beurre c'est autorisé. Je crois que même les viandes, limite t'oublies. Enfin, c'est vraiment. Le poulet, tu peux. Voilà. Tous les fruits et légumes, c'est mort. C'est ça. Ouais. Donc déjà, régime très très restrictif. Et ensuite, la veille. Donc à l'époque, ma première coloscopie, c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et tu devais boire 4 litres d'un produit absolument infect. Ignoble, voilà. Ouais. Clairement. Et ces 4 litres, tu dois les boire étalés sur 2 heures, je crois. Donc au départ, tu bois ton premier litre. Ensuite, tu dois boire le deuxième un quart d'heure après, je crois. Puis t'attends une demi-heure, tu rebois le troisième litre et après tu attends 45 minutes et tu rebois le quatrième. Et c'est tellement infect que le quatrième litre, je l'ai vomi. Déjà, j'ai même pas réussi à le garder. Et en fait, les effets que ça fait, c'est que déjà, t'as hyper mal au ventre et ça t'envoie aux toilettes. Mais ça pendant des heures, quoi. Enfin, tu te vides. Ouais, clairement, moi, j'ai eu l'impression d'uriner par les fesses, tellement que c'était puissant. C'est puissant. Et en fait, l'idée, c'est de nettoyer tes intestins pour que, avec la coloscopie, on voit. Et donc, du coup, tu dois te vider complètement. Ouais. Et voilà, et après, la colo,
concrètement, c'est on t'insère un tube là où on pense et c'est une caméra et il regarde un peu tes intestins et tout ça, quoi. Ouais, et je me souviens de moi, ce que j'ai mal vécu, c'est qu'il faut que tu sois à jeun la veille. Ouais. Et en fait, quand tu sors de l'opération, t'as qu'une envie, après avoir fait l'intervention, tout ça, c'est de manger, j'avais trop faim. Ah ouais. Alors moi, c'était pas la fin du tout. Hein. Moi, ils m'ont dit, vous allez vous réveiller, vous serez très ballonné. Faut pas hésiter à péter. Hein. Oui, c'est ça. Alors ouais, c'est ça que Ouais, moi, ils m'ont dit ça, mais j'ai pas du tout eu cet effet-là. Ah, moi, je l'ai eu la première fois. Ouais, et c'était horrible parce que t'es en salle de réveil et en fait, t'es tellement dans le gaz que tu vois pas à côté de toi, mais tu sais qu'il y a d'autres gens puisque tu les entends. Ouais. Et donc, du coup, moi, j'arrivais pas à péter, quoi. Je me disais, non, mais. Moi, j'ai pas eu l'effet. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire parce que j'avais des personnes âgées à côté de moi et eux, ils se lâchaient total. Et j'avais envie de rigoler, mais en même temps, t'es dans le. Et je me souviens, j'avais un papy qui disait, oh, excusez-moi, hein. Et le mec enfin, l'interne, je sais pas, le mec qui était en salle de réveil, là, l'infirmier, il disait, oh, mais c'est pas grave, faut pas hésiter. Ouais. Oui, mais en fait, justement, faut expliquer pourquoi il y a ces gaz. C'est parce qu'ils injectent de l'air en fait pour dilater, pouvoir, voilà. D'accord. Pour la caméra. Ouais, c'est ça. Ok. Et bon, bah, du coup, j'ai pas réussi et tout. Donc, je suis reparti avec balle de ventre de ouf. Puis après, c'est passé avec le temps. Mais, attends, j'ai fait combien de colos? J'ai dû en faire 2 ou 3. Et les autres fois, j'ai pas eu cet effet secondaire de gaz horrible. Non, moi, c'est toujours très bien passé. J'avais pas forcément de douleur. Mais au moins, c'est une intervention dans laquelle, en fait, t'es assez rapidement fixé. Parce que, tu vois, on parlait des pertes de sang au niveau des selles, tout ça, je pense que c'est déjà un indicateur. Ouais. Parce que moi, j'entends beaucoup trop souvent des gens autour de moi, c'est bizarre parce que je saigne quand je vais aux toilettes, je lui dis, il va avoir un gastro et fait une coloscopie, quoi. Oui, parfois, Pour c'est être juste fixé. des hémorroïdes ou ça peut être. Ça peut être juste des hémorroïdes, mais. Quelque chose de pas très grave, mais quand ça s'inscrit dans la durée, effectivement. C'est ça. Et comme on dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, et c'est toujours bien de faire un petit check-up. Ouais. Bah, je sais que moi, j'ai perdu un oncle comme ça. Lui, ça faisait des années qu'il avait des saignements. Ouais. Et en fait, par pudeur, il ne voulait pas aller consulter. Et il en est mort. Enfin, il avait pas... Je sais pas exactement, mais ça lui a fait une espèce de cancer. Et parce qu'il avait peur de voir un médecin par pudeur pour pas qu'on le voit, pas qu'on le touche. Et au final, C'est vrai que c'est assez... Enfin, en tant qu'homme, c'est vrai que, clairement, quand j'étais voir un gastro... c'est, allez, on enlève tout, mets-toi à 4 pattes, vas-y, pousse. Et là, en fait, je me souviens, il met une lampe tellement chauffante que tu le sens au niveau de l'anus, ça chauffe. Hein. Et puis, en fait, il met le doigt et toi, en même temps, tu dois pousser. Et, j'avais 16 ans quand il m'a fait ça. Bon, ils ont changé quand même les méthodes. Mais ça a été nécessaire. Non, mais je veux dire, les méthodes d'auscultation, maintenant, t'es sur le côté. C'est ça, ouais. Plus, non, moi, c'était vraiment... Mais c'est vrai que toi, ça fait longtemps, donc du coup, à l'époque, c'était un peu plus... Allez, on y va, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Ah ouais? Moi, j'ai jamais eu à mettre à 4 pattes, je crois. Déjà, j'ai trouvé ça... Heureusement, c'est une femme. Ouais. Mais j'ai trouvé ça super chelou. Oui, c'est particulier, hein, surtout quand t'es jeune. Hein. Ou alors, surtout, j'ai je pense que refoulé pour ce un souvenir, homme... je sais pas, mais... Non, mais ils auscultent pas tous, hein, parce que moi j'ai emménagé dans le sud. Dans les débuts, ils t'auscultent systématiquement. C'est après quand t'es. Oui, après c'est vrai que c'est pas nécessaire quand ils savent que quand le diagnostic il est posé, voilà, vous avez ça. Mais des fois ils checkent quand même pour voir on en parlait des fissures anales. Justement, des fois ils sont obligés de checker un minimum à ce niveau-là, voir s'il y a pas d'autres séquelles ou quoi, mais. Depuis que je suis dans le sud, moi, il n'y a aucun gastro qui m'a ausculté comme ça. Quoi. Ouais, moi non plus, ça fait des années qu'on m'a pas mis de doigts dans les fesses. Ouais. Moi, je pense que c'est pas plus mal pour ma part. Mais c'est sûr qu'en plus, ça pose une autre question, mais pour des hommes, parce que nous, déjà, de base, pour nous, c'est pas agréable et on est... Enfin, moi, j'ai trouvé ça un peu humiliant, même si... complètement. En fait, je me mettais une barrière en mode, c'est bon, si elle est médecin, genre, elle envoie 50 par jour, elle s'en fout de toi, en fait. Et surtout que on a le rapport à la gynécologie, etc. Voilà. Donc, entre guillemets, on est habitué à ce que notre intimité soit explorée. Mais quand pour même, un homme... c'est pas ouf, quoi. En plus, cette position-là, elle est pas... Et puis si, en plus, c'est un homme, donc du coup, je pense que ça pose d'autres questions aussi de votre côté, où ça doit... Surtout quand t'es jeune, en fait, où tu te découvres, où il y a certains trucs où tu vois, je pense que ça doit pas être facile. Ouais, et puis t'as plein de médecins qui sont pas hyper délicats, hein, mais bon, ça, on y reviendra un peu après. Du coup, pour revenir un peu à
j'ai évoqué un peu la définition de la maladie de Crohn et de la RCH en intro, mais je vais revenir un peu plus en détail dessus. En gros, la maladie de Crohn, dans la maladie de Crohn, le système immunitaire, il attaque par erreur le tube digestif et il provoque une inflammation chronique qui peut toucher n'importe quelle partie du système digestif, de la bouche du coup à l'anus. Et ce dysfonctionnement, il peut entraîner une inflammation persistante, des lésions intestinales, des symptômes comme donc des douleurs abdominales, des diarrhées chroniques, une perte de poids, une fatigue intense. Même si la maladie de Crohn est souvent considérée qualifiée d'auto-immune, elle est aussi parfois décrite comme auto-inflammatoire, parce que les mécanismes impliqués sont pas exactement les mêmes que dans les maladies comme la sclérose en plaques ou le lupus. Pour faire simple, dans Crohn, le système immunitaire réagit de manière excessive aux bactéries intestinales, mais sans qu'aucun anticorps spécifique ne cible un tissu précis du corps. Et il en va de même pour la RCH qui affecte exclusivement le côlon et le rectum. Celle-ci, elle est due à un dérèglement du système immunitaire qui attaque par erreur la muqueuse du côlon et qui provoque ainsi une inflammation chronique. En substance, la rectocolite hémorragique est caractérisée par une inflammation limitée au côlon et au rectum avec des lésions continues, et la maladie de Crohn peut toucher tout le tube digestif avec des lésions discontinues et plus profondes. Et la RCH, comme la maladie de Crohn, font partie des maladies inflammatoires de l'intestin qu'on appelle plus communément les MICI. Alors, Missy ou Mickey? Ah, moi je dis MICI. Ouais. Je ne connaissais pas ce mot. Justement, moi je l'ai en tête depuis tout à l'heure, mais c'est bien qu'elle en parle. Ouais. C'est quoi déjà l'acronyme? C'est maladie inflammatoire de l'intestin. Chronique de l'intestin. Ouais, c'est ça, voilà. MICI, ouais. Ok, je suis pas allée jusqu'à là dans les recherches sur ma maladie. je savais pas. Ouais. Et moi, c'est en étant traité à l'hôpital que tu apprends ça et ça, quoi, du coup. C'est un terme qui reste récent, quand même. Parce qu'à l'époque, ils en parlaient pas de ça. En fait, c'est un terme commun pour regrouper les deux, la RCH et Crohn. D'accord. Donc voilà, il y a plusieurs terrains qui peuvent justifier l'apparition de la maladie. Ça peut être génétique, environnemental ou émotionnel. En gros, ça peut être lié à l'alimentation, au mode de vie, à un état émotionnel prolongé comme l'anxiété et le stress, pour ne citer que ces deux-là, mais aussi à des traumas de l'enfance, voire à tous ces éléments-là à la fois, quoi. Donc, du coup, on a un peu parlé du diagnostic. Vous, c'était... comment votre diagnostic il a été établi, du coup? Parce qu'on a parlé donc de coloscopie, de biopsie, etc. Toi, Lisa, je sais plus si tu l'as précisé. Moi, j'avais eu une coloscopie. Ah oui, t'as eu aussi ça? Ouais, en fait, on est obligé d'y passer, quoi. C'est ça, c'est ça. Et puis même ma maman, d'ailleurs, qui l'a aussi, elle a la RCH. Ouais. Pareil, elle a été alertée par des saignements, elle a fait une coloscopie et puis on lui a dit que c'était ça, quoi. Ouais. C'est classique, quoi. Ouais. Et du coup, comment on se sent dès les premiers instants où le diagnostic tombe? Est-ce qu'on met des choses en place ou pas? Déjà au niveau du traitement, alors moi ça a été assez cash parce que mon gastro, il était vraiment top. Hein, il y allait pas par quatre chemins. Ouais. Il est entré, vous avez un Crohn. Ah ouais, j'avais 17 ans. Voilà, quoi. Salut, ça va, t'as Crohn au fait? Non, mais après il y avait pas de surprise parce que j'ai un grand frère qui a la maladie de Crohn. Okay. Pareil, ça s'est déclenché à peu près au même âge, 12-13 ans, et en fait, il a été baladé à gauche, à droite, par des gens qui étaient pas assez informés, en fait, sur cette maladie. C'est ça, c'est que, pour préciser, le grand frère de Marvin, il a 47. Voilà, 46-47. Je dis le grand frère Marvin, mon cousin. Il a 47 ans, et donc, du coup, quand il l'a eu, donc il y a 35 ans, ils n'étaient pas du tout, calés comme ils le sont aujourd'hui, tu vois, même si encore aujourd'hui il y a des choses qui peuvent être améliorées. À l'époque, c'était beaucoup plus compliqué déjà pour établir le diagnostic et pour le traiter, quoi. Ouais, du coup, ils lui ont prescrit des médicaments qu'on fait qu'empirer les choses. Et lui, ça s'est remarqué, ça s'est vraiment... physiquement, il était complètement très mince, quoi, amaigri, tout ça. Ah ouais, non, mais c'est clair que moi, je l'ai vu dans plusieurs états, genre très maigre, après très gonflé parce qu'il était sous corticoïdes.
Donc, vraiment, tu passes par tous les états physiques. C'est, ouais. Et donc, voilà, par rapport à mon frère, en fait, il n'y avait pas de surprise. On était presque sûr à aller à 80% que j'avais aussi un Crohn. D'accord. Donc, suite à ça, tout de suite, le but, c'est de vivre le plus normalement possible, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Donc, à partir de là, il faut mettre en place le côté médicamenteux. Voilà. Moi, ça a été Pentasa, je crois. Ouais, oui, on commence tous par ça. Ça, c'est vraiment... Pentasa, Fivasa... C'est horrible, c'est des petites billes, en fait, que tu mets dans ta bouche. Des granulés. J'avais oublié ce truc-là. Et ça marche pas, quoi. Ça marche pas, ouais. C'est dégueulasse. Donc, tu passes au traitement au-dessus, Immurel. Et là, pour ma part, il y a eu des très bons résultats et ça m'a permis d'être stable. Et donc, Immurel, c'est un immunosuppresseur, je crois, non ? Ouais. Moi, j'avais eu le cousin de l'Immurel, ça s'appelait Purinétol, je crois. Et ça n'avait pas marché du tout. Ouais. Enfin, c'est comme si je prenais des pastilles de menthe. Vraiment, mon état, il s'est dégradé de plus en plus, même en étant sous traitement. Enfin, c'était l'enfer, franchement. Ouais. Du coup, immunosuppresseur qui réduit les défenses immunitaires. Quoi. C'est ça, ouais. Clairement. Mais ouais, du coup, pour revenir un peu aux bases, parce qu'on s'est un peu écarté, mais ouais, quand le diagnostic est tombé, vous vous êtes senti, comment Franchement... psychologiquement, émotionnellement Non, moi, j'étais quand même rassuré. Je me dis, à partir de là, on va pouvoir mettre les choses en place, quoi. Ouais. Non, il y avait quand même un soulagement, parce que moi, clairement, je m'en souviens, j'en pouvais plus d'avoir ces douleurs chroniques. Ouais. Tu vois, tu t'arrives pas à l'expliquer, tiens, pourquoi j'ai ça Et je mangeais énormément pour... En fait, c'était assez bizarre, parce que c'est toujours dans les heures où j'avais faim, tu vois, les heures de repas, que la douleur, elle s'accentuait. Et quand je mangeais, en fait, ça me soulageait, bizarrement. Okay. Donc, je mangeais énormément, c'était pas forcément la meilleure des solutions, puis ça réglait pas le problème. Donc, moi, ouais, j'étais assez rassuré dès que le diagnostic il a été posé, quoi. Ok. Ça, c'est ouf, parce que... Ça m'a pas... psychologiquement, je t'ai dit, moi, je m'y étais un peu préparé par rapport à mon frère, et je me suis dit, voilà, lui, quand je voyais comment il vivait... à l'époque, enfin même encore aujourd'hui, heureusement qu'on est passé par cette phase-là de traitement et voilà, aujourd'hui on peut vivre longtemps et tout à fait normalement en ayant les bons traitements et le bon mode de vie aussi. Ah, c'est clair. Ouais. Et toi, Lisa, tu t'es sentie comment ? Alors moi, quand on m'a annoncé ça, choc déjà et déni de ouf parce que qu'on me dise que je vais devoir prendre un traitement toute ma vie. En fait, déjà, le fait de devoir accepter que t'es malade. Ouais. Parce qu'avant ça, pour moi, une maladie, j'étais très bien consciente que tu pouvais attraper avoir une maladie, etc. et tout. Mais t'as un peu ce truc de ça arrive qu'aux autres, quand même, malgré tout. Ouais, et puis, pour moi, les maladies que j'avais, j'avais une grippe et puis au bout de quelques jours, ça part. On en guérit. Et là, qu'on me dise, non, ça ne se guérit pas et tu vas devoir prendre un traitement toute ta vie. Ouais. Je me suis dit, non, quoi ? Non, en fait, vous avez pas compris. J'ai pas signé pour ça. Ouais. Genre vraiment un déni de fou. Et donc forcément, sur le moral, ça a vachement joué. Parce que, en plus, moi, ça engendre d'autres problèmes de peau, etc. Ouais. Ah, d'accord. Peut-être qu'on en reparlera. Oui, j'ai prévu d'en parler. Et c'est d'ailleurs ces problèmes-là qui sont encore plus embêtants que la maladie en elle-même et qui me pourrissent un peu la vie, quoi. Et c'est ça qui a été compliqué à digérer. De se dire, là, ça y est, il va falloir que j'ai un suivi, que tous les 6 mois, il faut que je fasse ça, parce qu'il faut faire des prélèvements, des machins. Alors ça aussi, voilà, qu'il va falloir faire une coloscopie, je sais pas, tous les ans, tous les 2 ans, j'en sais rien. Je me suis dit, non, mais quoi ? Je veux vivre tranquillement, moi, je veux pas avoir à faire tout ça. Et surtout le choc, en fait. Ouais. Et non, toi, mais c'est pareil, hein. Moi, je sais même plus, j'arrive pas à me rappeler, est-ce que c'était un truc que j'envisageais du fait d'avoir 2 cousins qui avaient cette maladie, de me dire peut-être que je suis concernée, je m'en rappelle pas du tout. Je sais juste que quand le diagnostic est tombé, je me suis dit, ah ouais, ok,
Ça a fait sens parce que j'ai des cousins qui l'ont. Mais en même temps, j'étais révoltée, quoi. J'étais super en colère parce que je me disais que j'avais mené une vie assez sage. Tu vois, j'ai jamais été dans les débordements. Je buvais pas d'alcool, je fumais pas, tu vois. Enfin, et je me disais, mais d'où, en fait, ça me tombe dessus comme ça? Enfin, tu sais, t'es un peu... t'es en colère. T'es en colère parce que tu le vis comme une injustice, en fait. Exact. Et donc, je pense que, comme toi, j'ai eu une grosse phase de déni. Où je continuais à vivre normalement. Je me disais, écoute, non, c'est mort et tout. Et puis en fait. Ouais, c'est vrai, même moi, il y avait cette phase de déni, ouais. J'ai même commencé à boire un peu plus parce que je me disais, voilà, vu que mon corps de toute façon il va pas bien, vas-y, attends, on va lui donner des raisons. Tu vois. Ouais. Mais moi, c'est fou. Sans tomber dans l'alcoolisme ou quoi, mais juste plus vivre la vie à fond, on va dire, comme ça, tu vois. Oui, ça, même moi, ça m'a pas freiné sur les sorties. Hein. Oui, c'est ça. Sauf qu'en fait, après, malgré toi, ça te freine parce que à un moment donné, t'es tellement dans le mal que t'arrêtes de boire nécessairement. C'est ça, en fait, ça pardonne pas. En fait, t'as pas le droit, mais des fois, tu te dis, mais t'en as qui vont manger n'importe quoi, boire, fumer, tout ce que tu veux. On dirait qu'ils ont un estomac en acier, que tout va bien. Toi, tu fais un écart. Enfin, des fois, c'est un truc à la con, genre... un verre de lait. Un verre de lait. Un bout de pain. Waouh, un plat de pâtes. Ah, toi, ça te... Ah ouais, non mais... Ça t'atteint, ça? Ouais. Ah ouais, j'ai dû réduire énormément ma consommation par exemple, de pâtes. Parce que moi, après, je suis d'origine italienne. Donc, les pâtes, voilà. Moi, il y a une période, j'en mangeais tous les repas. Et j'adore ça, mais j'ai dû réduire parce que... Ouais, c'est frustrant. Et puis ça fait mal, en fait. Ouais. C'est que après tu le payes. Tu le payes réellement. Un verre d'alcool, c'est pareil. Tu vas être super mal. Et puis ça va jouer... On parle de la digestion, de tout ça, mais ça joue aussi sur la fatigue. Ah ouais, non mais ouais. Sur l'énergie, moi, je sais que ça me fait des migraines. Je me sens lourde, je me sens... Ouais, c'est un truc de fou. Moi, c'est le brouillard surtout, quoi. La tête dans le cul, comme Exactement. on dit. Exactement. T'as l'impression que t'es sorti la veille alors que t'as mangé juste un plat de pâtes et... Ou alors, je me rappelle dans les débuts, dès que je mangeais justement du gluten, particulièrement les pizzas, mais ça me déshydratait à base de... Je devais boire une bouteille d'eau dans la nuit tellement j'avais soif, etc. Et puis, les crampes d'estomac, le ballonnement de ouf. Enfin, tu vois, les ballonnements, ça, c'est terrible. Les ballonnements H24, ça, c'est... moi, le moindre truc, c'est ça, c'est... on y reviendra après, mais depuis que je me suis fait opérer, c'est vrai que mon corps, il a complètement changé et je dois m'habituer à lui, quoi. Donc, en termes d'alimentation, c'est plus trop pareil. Je mange plus autant qu'avant, parce que le moindre excès, comme on dit, j'ai les ballonnements, machin. Ouais. Et du coup, c'est sur quelle partie du tube digestif qu'elle porte votre atteinte ? C'est-à-dire, c'est quelle partie qui est malade? Bon, toi, moi, c'était iléo-cœliaque. Donc, c'est vraiment en gros, pour faire simple, c'est la jonction entre l'intestin grêle et le côlon. Ok. Voilà. Le virage. Le virage, ouais. Ce fameux angle droit. D'accord. Alors, moi, pour être honnête, je pourrais pas vous dire les termes exacts, mais je sais que c'est très bas. Ouais, c'est colorectal de toute façon, parce que RCH, c'est localisé sur la fin du tube digestif. C'est ça. Quoi. Moi, parce que par exemple, ma maman l'a, mais je crois que c'est plus étendu que moi, donc c'est plus grave. Mais moi, elle m'a dit que c'était resté très bas et que c'est pour ça qu'elle veut beaucoup aussi contrôler parce que ça peut évoluer. Hein. Si on traite pas le truc et qu'on empire, ça peut augmenter, quoi. Moi, c'est comme toi. D'ailleurs, au départ, quand j'avais fait ma première coloscopie, dans le compte-rendu, il avait dit possibilité de RCH, mais pas sûr, etc. Et donc, j'avais dû me refaire diagnostiquer, je pense. Je me rappelle plus trop. J'ai dû faire une rectosigmoïdoscopie. Donc, les rectosig, comme on les appelle dans le jargon. Ah, je ne connais absolument pas. Alors, pour expliquer, une rectosig, c'est une coloscopie mais éveillée. Voilà, en gros, la coloscopie, donc le tube il est assez gros, etc. Donc t'es sous anesthésie générale et surtout ils peuvent remonter vraiment très loin dans l'intestin, quoi, dans le côlon et tout. Alors que la rectosig, en gros, ça reste localisé, donc ils vont remonter dans le rectum et un tout petit peu dans le côlon. Et donc en fait t'es éveillé parce que ça ne nécessite pas d'être endormi. Et en gros, la caméra, quoi, le tube, il fait la taille d'un doigt, quoi, on va dire. À peine plus gros qu'un doigt. Et donc, toi, t'es sur le côté et hop, on te met le truc. Donc, en fait, t'as vu sur l'écran, donc tu vois
l'intérieur de toi-même. Ça doit être Ma assez mère m'a parlé de ça perturbant. tout à l'heure. C'est hyper chelou. Et surtout, au début, c'est assez marrant. La première fois que tu le fais, tu dis, ah, ok, d'accord. Et donc après, ils disent, oui, vous voyez, alors là, Vous voyez donc ce qui se passe votre là-dessous côlon, C'est- on voit bien qu'il est malade, en gros, parce que visuellement, un côlon malade, en gros, qui a Crohn, etc., c'est que, si tu veux, c'est rose et c'est très vascularisé. Un côlon Il y a sain, des plaies. tu vois beaucoup de petites veines, en gros, Ouais. quoi. Et ça fait comme de la dentelle, on va dire, tu vois. Et quand t'es malade, bah, il est rose, mais opaque. Rose opaque, voire un peu blanchâtre, quoi. Comme quand, je sais pas, t'as du crachat ou je ne sais Ouais, pas, ouais. tu vois, des glaires, quoi, entre guillemets. Et donc, bah, toi, tu vois ça en live, t'es là, ok, cool, nice. Ah oui, c'est pas comme une échographie, c'est vraiment une caméra où Ah oui, tu caméra, vois. quoi. Ok. Et après, tu repars avec tes C'est petites spécial, photos et hein. tout, t'es là, wouh. Ah, Ouais, les photos, ouais. spécial. je- Et en plus, au bout de ce tube, il y a une petite pince qui peut faire de la, en gros, qui peut faire des prélèvements pour faire des biopsies. Ok. Donc il dit, je prélève, clac, clac. Et tu Ah. vois le truc faire clac, pincer ton intestin, du coup. Ah, Et t'es là, ah. ça, Et tu le sens? tu le sens pas, mais tu le sens. En fait, ça fait le même effet Comme que tu le quand vois, tu le sens. des ongles sur un tableau, tu vois. Donc ça te Ok. fait Ah, le d'accord. même, Oh. tu vois. C'est hyper assez bizarre. Rien bizarre. que de l'imaginer, là, ça me donne Ouais. des frissons. Ouais, donc ouais, mais, c'est pas. mais c'est du pas coup, hyper agréable. par rapport à la caméra, par la voie anale, en fait, ça reste quand même limité. Moi, tu vois, mon atteinte, elle est idéocéliaque. Bah, je crois qu'ils peuvent pas aller plus loin que ça. Ouais, Et du coup, en complément, ils doivent faire une entéro-IRM. d'accord. Ça, c'est vraiment sur la partie au-dessus, quoi. Ouais, Parce qu'ils peuvent pas aller plus loin, donc en complément, en général, ils font une entéro-IRM. ok. D'accord. Ouais. Ouais, Et, bah oui, pareil, des IRM, j'en ai fait pas mal aussi, ouais. Ouais. Mm. Et après, je crois, endoscopie, c'est par la bouche. Ouais. Moi, ça, bah, forcément, Ouais, j'ai t'es, jamais fait de. Moi, d'endoscopie, si par j'ai exemple. déjà fait. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai eu droit à ces 3. C'est le truc que tu dois avaler, là. Non, en fait, c'est Ouais, c'est le une tube, caméra. C'est comme la rectosig, mais par la bouche. Ah, Ouais, mon Dieu. mais par contre, c'est anesthésie générale. Moi, pour ma part, je pense pas qu'ils fassent ça éveillé. Si, tu peux. Ah ouais? Mm. Ok. Ouais, j'ai déjà vu des trucs et ça m'a angoissée. Mais après, ils te font une espèce d'anesthésie locale Ouais. pour que tu Ouais, puisses, mais- mais bon, non merci. Ça ira, ouais. Ouais. Et attends, je voulais dire un truc, je sais plus. Tu parlais de la caméra, de... Ouais. Le prélèvement. Ouais, putain, le prélèvement, c'est atroce. Mais je sais plus. Ah oui, et bah du coup, pour parler de mon atteinte à moi, donc c'est comme toi, donc je disais que c'est donc localisé très bas. Ouais. Donc en gros, c'est colorectal pour moi. Donc tu Ouais. vois, par exemple, tout ce qui est intestin grêle et tout, il y a pas de souci, quoi. Mais le fait que ce soit colorectal, c'est très handicapant dans le sens où tu peux pas vraiment avoir d'opération. Tu vois, si un jour tu as envie de... Enfin, on en reparlera un peu après, mais il y a des choses qui se font parfois où tu peux faire une ablation d'une partie de la partie malade pour que ça aille mieux. Sauf que quand c'est colorectal, c'est plus compliqué parce qu'en gros, t'en viendrais en fait à faire une ablation de l'anus, quoi. Ouais, Et donc à avoir une poche à vie, Ah non. quoi. Donc non, merci. Ça, c'est le truc à éviter, quoi. Ah Moi, ouais. c'est ce qui m'angoisse le plus. Ouais. Ouais. Mais vous savez que j'ai tellement déjà été dans le déni par rapport à la maladie. Maintenant, Ouais. bon, je l'ai accepté. Donc, c'est-à-dire que je fais bête et méchant ce qu'on me dit de faire. C'est-à-dire, je prends mon traitement et je fais attention dans ce que je mange. ouais. Mais par contre, je ne me suis absolument pas renseignée sur qu'est-ce que ça pourrait être si ça empire. Qu'est-ce que c'est exactement si ça, quel terme. En fait, j'essaie d'éloigner le plus la maladie de moi parce que... Ouais, mais ça, c'est les premières années, t'es comme, enfin, moi, Ah ouais, c'était mais- comme toi, hein, je me renseignais le minimum possible, je l'appelais la maladie, je disais pas ma maladie, tu vois, par exemple, et puis après, en Ouais, fait, t'es ouf. par la force des choses, t'es obligé de vivre avec et de te l'approprier, de la dompter, entre guillemets, tu vois. Mais de toute façon, c'est chacun son... Son rythme de... Ouais, c'est ça. C'est un peu un son deuil que tu cheminement. fais, Mais hein. totalement. Un deuil de la vie en étant tranquille, tu vois, ça. où tu dis, attends, peut-être là que je vieillis, en fait. Je me suis dit ça, hein, je me suis dit, je vieillis parce que ça y est, maintenant j'ai une maladie, genre... Mais c'est surtout quand ça arrive tard comme C'est nous, horrible. quoi. Parce que toi, c'était 25 ans, c'est ça? Oui. Ouais, moi c'était 26, ouais. tu vois, et c'est ouf parce que en général, les gens qui ont un Crohn ou une RCH, ça vient plus tôt dans la vie, plutôt 14, 17 ans, un peu comme toi. Mais d'ailleurs, je crois Marvin, qu'il vaut mieux que ça arrive plus tôt parce que c'est peut-être plus grave quand ça arrive trop Ah, tard, je suis pas non sûre. Non Non, je suis pas sûre. Non. D'accord. Parce que Je pensais- les cousins de mon
de mon copain, eux, ils l'ont depuis toujours. Je saurais pas te dire quand ils ont été diagnostiqués. Mais aussi pour le coup, dans sa famille, ils ont... Ouais, okay. Il y en a 2, ouais. C'est vraiment la maladie du 21e siècle. Hein. Ouais, moi, j'ai 3 personnes dans ma famille. Ouais, nous, on est 4, du coup. Mais après, il y a mon neveu aussi, qui a une RCH. Donc, on est 4. Ouais. En fait, moi, déjà, je connaissais 2 personnes dans ma famille. Et en fait, j'ai l'impression que depuis que j'ai ça, après, c'est un peu psychologique, mais j'ai l'impression que je vois de plus en plus de personnes qui l'ont. Des amis, tu vois. Après, est-ce que c'est le fait d'en parler? Parce que moi, je l'ai, qui fait que, ah oui, d'accord, ok, c'est plus répandu que ce qu'on croit, en fait. Ouais, j'avais fait des recherches là-dessus, et en fait, c'est 1% de la population mondiale qui est diagnostiquée quand même, donc c'est énorme. Ouais. C'est énorme, mais en même temps, il y a une personne sur 100 sur cette planète qui a. Et principalement dans les pays industrialisés. Dans les pays du tiers-monde, par exemple, il y a très rarement des cas. Ouais, mais parce qu'ils ont peut-être moins accès au diagnostic, mais aussi parce qu'ils ont une alimentation beaucoup plus paléo, quoi. C'est ça, Moins de trucs. En Inde, tu vois, par exemple, c'est l'exemple, leur microbiote et tout ça, etc. Ils sont vraiment. On mange beaucoup plus de trucs modifiés, en fait. Bah oui, c'est ça. Et puis, c'est tout bête, hein, mais les micro-ondes, les trucs en plastique, les machins. Perturbateurs endocriniens, du coup. C'est ça, et c'est ce qui fait que. Plus, je pense, d'autres facteurs, mais je pense que c'est un tout, on s'empoisonne, en fait, tout simplement. Hein. Bah moi, c'est vraiment le ressenti que j'ai maintenant, c'est quand je mange, en fait, il y a des fois, je me sens un peu coupable parce que j'ai l'impression d'empoisonner mon corps. Tu sais, quand je vais me faire un fast-food ou quoi, c'est plus comme avant, en mode, sur le moment, tu l'apprécies, tout ça, ce petit écart, mais tu te dis, mais là, en fait, avec mon corps... je suis un peu de la merde, enfin, tu vois, je suis... Ouais, comme si t'étais une voiture et que tu mettais le mauvais carburant. Je vois ce que tu veux dire. De toute façon, notre corps, c'est notre vaisseau pour la vie et voilà, tu te dois de l'entretenir le mieux possible, mais c'est vrai que tous ces petits écarts-là, en fait, après, je me sens tellement mal, en mode, putain, merde, j'ai... Ouais, je vois, ça me ça demande d'avoir une grande rigueur envers soi-même, quoi. C'est ça. Faut en faire une force, malgré tout. Et pour revenir au traitement, donc on parlait des premiers traitements, donc Fivasa, Pentasa, toi tu disais Immurel. Immurel, ouais. Humira aussi. Immura, c'est quoi? C'est comme Immurel? C'est stylo auto-injecteur. Ah oui, ok. Et du coup, est-ce que tout ça a été efficace pour vous ou pas? Comme je le disais précédemment, moi, l'Immurel, ça a été très efficace parce que j'ai été en rémission. Et moi, ça a été mes meilleures années à ce moment-là. Le traitement, je prenais tous les matins. C'était 4 comprimés le matin avec un verre d'eau, basta. Quand même. Ouais. Oui, le traitement était très fort. Il y a toujours, possiblement des effets indésirables, tout ça. Moi, ça n'a pas été le cas, donc c'est très bien. Mais ça a été vraiment le traitement le plus efficace. Et je suis passé, pour 1m85, 72 kilos, je suis passé à 85 kilos en 3 ans. Donc et du coup, pendant 3 ans, j'ai pas vu mon gastro, et quand il m'a revu, il a vu les effets et tout ça. Mon mode de vie aussi, j'avais adopté un mode de vie hyper sain, je faisais beaucoup de sport, mais je m'autorisais quand même quelques écarts, et à ce moment-là, par contre, j'étais pas dans cette frustration, quoi. J'étais vraiment... parce que je faisais mes séances de sport, j'avais une alimentation saine, une vie saine, tout ça, et je me sentais vraiment super bien. Et je fumais aussi également, et ça avait pas d'impact. À ce moment-là, en fait, à partir du moment où tu es en rémission et que tu as un mode de vie sain, vraiment ta petite routine, on va dire, tu peux te permettre quelques écarts, en fait, que ça soit la clope, tout ça. Faut que ce soit du 80-20, quoi. Mais par contre, si tu commences à avoir une inflammation, là, si tu commences à fumer ou à boire, tu jettes de l'huile sur le feu et les conséquences peuvent être plus graves. Et voilà, moi, je suis passé par cette phase-là plus tard, pas récemment, là, donc ces 3 dernières années. Donc voilà, quoi. Et toi, Lisa, t'as essayé plusieurs traitements ou pas? J'avais Fivasa au début. Ça allait pas du tout. Déjà, ça me retournait le ventre. À l'époque, on était en cours ensemble. Il y avait des fois où je me disais, mais c'est pas possible. C'est les comprimés marrons, là, Fivasa, ça? Peut-être ça a évolué maintenant. Je sais plus s'ils sont rouges. Je sais plus. La boîte est blanche, c'est écrit Fivasa en bleu, je crois, et puis il y a du rouge. Je me souviens même plus de la couleur. C'est des gros comprimés, si je me souviens bien. Ils sont énormes. C'était un peu rouge brique, comme ça. Oui, voilà, exactement, c'est ça. Et ça me retournait le ventre. J'avais l'impression, enfin, c'est horrible, mais d'avoir comme si j'allais me faire dessus. C'était horrible.
puis du coup fatigue, enfin plein de mauvais trucs. Donc j'ai changé. Maintenant j'ai Pentasa. Ouais. Je crois que c'est Pentasa, c'est Les les petites granulés billes, là. ouais. Oui, c'est ça. Donc je prends ça. En toute honnêteté, j'ai des périodes où j'arrête. Par exemple là ça fait que 1 semaine que j'en prends pas. Ouais. Moi ma gastro m'a conseillé d'en prendre en continu. Ce qui est étrange parce que ma mère, finalement, son gastro lui a pas dit la même chose de lui. C'est que quand elle a des D'une crises. personne à l'autre, c'est tellement différent. Mais ce qui est fou, parce qu'elle, elle est plus avancée que moi. Ouais. C'est mais ça il y que a je des comprends traitements, pas. tu vois, il parlait de stylos auto-injectés qui n'ont pas fonctionné sur lui, qui fonctionnent bien sur moi, tu vois. C'est fou. Et le truc, c'est que moi, mon traitement, il enlève pas les saignements. Ah ouais. Il les diminue, Ouais. mais à côté, il favorise aussi tous ces problèmes de peau que j'ai, etc. Donc, c'est un peu... Ça te guérit d'un côté, mais C'est ça t'empoisonne de c'est ça le l'autre. problème. Ça éteint un feu d'un côté et puis... Et ça allume de l'autre. Ouais, C'est ça, en fait. ouais, totalement. Et du coup, j'ai des périodes où je me dis, tu sais quoi, au bout d'un moment, je le stoppe un peu, je vais essayer de laisser mon corps un peu tranquille. Et là, pour l'instant, je l'arrête un petit peu. Et si je vois que vraiment j'ai des crises qui sont... je reprendrai, mais des fois, j'ai... Tu vois, Ouais. Non, mais je te comprends. Hein. Moi, je suis passée par tellement d'étapes dans les traitements. J'ai commencé par Fivasa, Pentasa. En fait, donc Fivasa, donc les comprimés, ça marchait bien sur moi. Mais en fait, si tu veux, le médecin, il allait me prescrire 1 mois. Donc pendant 1 mois, ça allait. Et puis, paf, ça repartait, mais de plus belle, tu vois. Donc, entre le prochain rendez-vous, etc., j'étais en crise et tout. Et puis, au bout d'un moment, ça marchait plus. Et pourquoi ils te prescrivaient pas? Parce que moi, ma prescription, elle est médecins, renouvelable, en fait. Je peux m'en prendre autant que je veux. Mais en fait, je pense qu'au début, ils se disent, bon, on voit comment ça évolue, machin. Je pense qu'il y a peut-être une part de désintérêt aussi, de se dire, bon, écoute, elle est pas trop dans le dur, quoi. Donc, on va pas... En fait, je pense qu'ils veulent pas te donner le truc le plus puissant direct, tu vois. Donc, du coup, ils y vont à tâtons, etc. Oui, c'est toujours d'optimiser le plus possible chaque traitement. C'est ça. Ouais. Après, bon, il y avait des fois aussi où peut-être j'avais plus de traitement parce que j'étais à l'étranger et j'avais pas anticipé ou des choses comme ça. Et donc là, je me retrouvais sans traitement. Je me rappelle plus. Franchement, moi, je pense qu'il y a une part de mon cerveau qui a fait un déni de toute cette période qui était l'enfer. Ouais. Donc, il y a plein de détails dont je me rappelle pas trop, mais je sais juste que j'étais tout le temps dans le mal, tu vois. Et donc ensuite, le Pentasa, je crois que ça n'a pas marché du tout. Je me rappelle pas. Mais je sais que c'était horrible, les granulés de naze, là. Et ensuite, donc Purinétol, qui était donc les immunosuppresseurs, je devais en prendre un le matin, un le soir. C'est comme si il s'était rien passé. Et après ça, descente aux enfers. Hein. Je crois que je suis restée pendant un moment sans traitement. Et là, ça a été la débandade, quoi. Mais on y reviendra après. Quoique je peux en parler, hein, mais c'est que, en gros, moi, à cette période-là, déjà, je perdais du poids, mais à une vitesse incroyable, parce qu'en fait, t'as tellement mal, t'es tout le temps en souffrance, que du coup, moi, je m'alimentais plus, parce que j'avais peur. Parce qu'en fait, t'as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Ce que tu disais, l'envie de te faire dessus. En fait, c'est que ton sphincter, il répond plus correctement. Donc, en fait, t'as tout le temps envie d'aller aux toilettes. Mais vraiment. Et puis ça te fait mal. Ça te prend d'un coup et c'est maintenant tout de suite, quoi. Comme une personne qui a la diarrhée, hein, très clairement, en fait. Ouais. Sauf que c'est tout le temps et n'importe quand, tu vois. Donc tu peux être là en train de discuter tranquille et là, faut que j'y aille. C'est ça. Et puis, sans donner des détails sordides, mais tu vas aux toilettes, il se passe rien à part du sang. Mais c'est ça, exactement. Et parce que, au bout d'un moment, t'as plus rien à évacuer, en fait. C'est comme quand tu vomis et que au bout d'un moment t'as plus rien à évacuer, tu vomis de la bile. Là, c'est la même chose, que ça va être du sang et ce qu'on appelle des glaires, mais en fait c'est des globules blancs, quoi. Ça. Et donc moi je mangeais plus mais c'était au point que ma mère elle m'appelait en mode c'est bon, t'as mangé aujourd'hui? Et je lui répondais oui, mais c'est bon, j'ai mangé une tomate. Mais pour moi c'était logique de dire ça, tellement en fait t'es dans un autre schéma de pensée, ton rapport à la nourriture, il est totalement... ça, le rapport à la nourriture, ça crée ça te crée des TCA, hein, clairement. Je sais, je pense, tu vois. Je sais pas si tu te souviens, hein, quand on était en cours, mon repas de la journée, c'était ma barre de céréales. Ouais, t'oses plus manger. C'est ça. Moi, c'est ça. Moi, j'ai eu une période où j'osais plus manger. Je prenais plus le plaisir à manger. Tellement j'avais peur que
que le moindre petit aliment, tu sais plus, en fait, tu vas tatillon, tu sais plus. Et puis, t'as l'impression que tout te fait mal, en fait. T'as l'impression que t'as le droit t'as le droit de rien manger, en fait, concrètement, puisque même une salade te fait mal au ventre. C'est ça le problème, ce qui est terrible, c'est qu'il y avait les seuls trucs que j'arrivais à peu près à tolérer, ça allait être des trucs ultra transformés. Genre, si j'allais manger un McDo, ça allait par rapport à manger McDo, ça m'a jamais légumes, ou manger un kiri, j'en sais rien, mais c'est que des trucs ultra transformés. C'était moins toxique entre guillemets que les trucs sains, quoi. C'est fou, quoi. En fait, c'est paradoxal. Crise, en fait, si tu veux, quand t'es en crise, comme tu disais pour la coloscopie, la préparation, c'est sans résidus. Et le fait de manger fruits et légumes, quand t'es en crise, c'est inflammatoire. Ouais, exactement. Tu vas avoir des lésions au niveau de la paroi intestinale, et quand tu vas manger les fruits et légumes crus, ça va créer peut-être un frottement ou quoi, mais c'est ça qui crée cette inflammation par la suite. Mais à l'inverse, si tu manges une compote, tu me diras, une compote, c'est pas trop transformé. Enfin, dans la logique des choses, c'est ni plus ni moins que le fruit qui va être bouilli. Ouais, mais il y a plus les fibres, en fait. Ouais, voilà. En fait, tu réduis les fibres par la cuisson, tout ça. Ouais. Donc, c'est mieux de manger des fruits et légumes, en fait, cuits. Bien cuits, ça passera toujours mieux, en fait, dans l'intestin. Okay. Mais en fait, de ce que j'ai compris par la suite, par rapport aux fruits et légumes, enfin, en tout cas pour les fruits, il faut pas les manger ultra cuits, mais il faut faire du slow cooking, en fait. Faut les genre laisser... vapeur, truc comme ça. Ouais, où tu les laisses mijoter, mais à feu doux pendant 45 minutes, tu vois. Et donc, du coup, ils sont un peu mous, mais ils gardent leur vertu malgré tout. Et après, moi, j'en suis pas là, parce que tout va bien. Donc, je peux les manger crus, y a pas de problème. Mais c'est vrai que dans les périodes où t'es en crise, tu veux rien manger, parce que tu sais que tu vas... littéralement en chier, en fait. Ouais. Vraiment, quoi. Et après, s'ensuit donc une perte de poids de fou. Moi, je sais plus, mais j'ai perdu plus de 20 kilos. Hein. Plus de 20 kilos. Bon, après, j'en ai repris 40 derrière, donc... Et moi, ce qui est fou, c'est que j'avais pas cette perte de poids. Alors que, d'ailleurs, même ma gastro m'a dit que c'était l'un des symptômes aussi qui arrivait avec ce type de maladie. J'ai pris du poids, moi, en fait. Est-ce que je voulais me conforter dans... Ouais, alors déjà, le traitement. Et je pense que je voulais me réconforter, peut-être. Ouais. Et du coup, tu manges... Je sais pas. Ouais. Je sais pas. Franchement, c'est tellement paradoxal. Moi, je te dis, j'ai perdu 20 kilos. Après, je suis revenue en santé, donc j'en ai repris genre 5. Je suis restée comme ça pendant des années. Et puis après, d'un coup, j'ai commencé à grossir. Mais genre, vraiment, à vue d'œil... Et je te dis, j'ai pris 40 kilos en moins d'1 an, quoi. Tu vois. Sans avoir une alimentation. Non, en mangeant toujours très sainement fou, et tout. Hein, mais en fait, Marvin pourra le confirmer, j'étais surtout gonflée, quoi. En fait, t'as ce truc de rétention d'eau, mais de ouf. Ouais, je vois. Donc, tu te sens gonflé, en fait, c'est le terme. Hein, tu te sens gonflé de partout. T'as l'impression d'être enflé. Ça, je l'avais. Tu vois. Et là, j'ai reperdu une dizaine de kilos. Et quand je vois les photos de il y a 10 kilos, je me dis, ah ouais, non, mais j'avoue, putain, vraiment, t'as un enfle, en fait. Esthétiquement, c'est un truc de fou, quoi. Et ça, c'est clairement dû, déjà, aux dérèglements hormonaux du fait de tout ça, de pas s'alimenter, de machin, que ton corps aussi se met... crée un dérèglement, comme c'est t'as les dit. traitements, d'un côté, ça te soigne, mais d'un autre côté, ça te dérègle certaines choses aussi. Et puis t'as aussi, je pense que ton corps, il se met en survie, dans le sens où il a tellement manqué pendant longtemps du fait de pas t'alimenter, etc., que quand tu remanges, il se dit on stocke tout parce que on veut plus revivre ce choc, en fait. Donc du coup, il fait de l'eau, il fait du gras, il stocke, quoi, tu vois. Donc il y a tout ça un peu qui se mélange, quoi, mais c'est des moments à vivre qui sont particuliers, quoi, parce que tu passes d'une taille 38 à une taille 46, tu te dis non, mais en faisant bien évidemment tous les échelons, mais moi j'ai dû refaire ma garde-robe je ne sais combien de fois à cause de ça, tu vois. Ça, c'est encore un autre truc, mais c'est aussi lié, mais c'est pareil, un yo-yo, j'ai des trucs dans mon armoire, j'ai du 34 et du 40. Enfin, je veux dire, et ça varie tout le temps comme ça. Et ça doit être aussi violent de fou pour le corps. Et donc, du coup, quand je suis arrivée à la taille 46, que j'avais jamais fait de ma vie, j'ai dû vraiment racheter énormément d'affaires. Et toutes mes affaires un peu plus petites et tout, j'ai dit non, mais c'est mort, moi je les jette pas, je les mets à la cave. Et puis quand je redescendrai
Et ben, au moins, j'aurais déjà des vêtements à disposition parce que c'est bon aussi de racheter, tu vois. Ouais. Et donc, bah là, justement, effectivement, la balance, elle est en train de s'inverser. Donc, bah, je peux re-rentrer dans des trucs et je me dis, bon, bah, cool, j'ai bien fait de pas les jeter, tu vois. Ouais. En fait, c'est fait. ça aussi, c'est que quand tu fais beaucoup le yo-yo sur ton poids, c'est que du coup, pareil, hein, j'ai des affaires et tout. Des fois, je me dis, bon, je le jette. De toute façon, maintenant, je fais plus ce poids-là. Mais t'as peur de revenir à ça et du coup, tu gardes ça. au cas où. Ouais, après, ouais, il y a plein de vêtements que j'ai brocantés, etc., tu vois, ou que j'ai mis sur Vinted et autres. Mais les trucs que je kiffais un peu, que je kiffais vraiment, bah, je les ai gardés en me disant, bah, j'y reviendrai peut-être un jour et voilà, quoi. Et du coup, comment on se sent psychologiquement quand on est en crise ? Très mal. Ouais. Franchement, moi, il y a un isolement social qui s'est créé à ce moment-là. Ouais, c'est comme je te l'ai dit, tu t'oses plus sortir. Ouais. Surtout que t'as toujours ces gens qui vont te proposer les restos, sans aller dans l'excès, hein, sans aller en mode boîte et tout ça. C'est vraiment bien, on se fait un resto, t'oses même pas y aller, tu vois. Ouais. C'était tellement mal. En fait, c'est que c'est terrible parce que c'est une maladie qui est très graphique pour la personne qui la vit, mais invisible pour les autres. C'est ça. Ah ouais, moi je pense qu'il y en a beaucoup qui me prenaient pas au sérieux. Hein. Mais oui. Bah, notamment à l'armée, hein, j'en parlerai après, mais les gens ils en avaient pas conscience. Et puis l'armée, ça doit être spécial, c'est alors, un peu. Ouais, moi le truc, si tu veux. C'est bon, regarde, t'es une bonne charpente. T'es pas non, malade. mais en fait, moi j'ai un peu squeezé là la question d'avant sur les traitements. Alors Immurel, on va dire jusqu'à mes 25 ans enfin, j'ai fait Pentasa à 16 ans. Ensuite, je passais à Immurel assez rapidement. Jusqu'à mes 25 ans. Là, j'étais en rémission. Moi, j'ai fait l'erreur d'arrêter mon traitement quand je me suis engagé à l'armée, parce que je savais très bien que... Bon, je m'étais pas assez renseigné, mais clairement, une maladie de Crohn, c'est une aptitude définitive. Ouais, donc tu n'as pas déclaré que t'étais malade. Ça, au niveau de l'armée, c'est une aptitude. Une aptitude à l'engagement. Ouais. Voilà. Donc demain, il y a la guerre, on peut pas faire la guerre, nous. Bah, moi, le truc, c'est que malgré tout... Ça ira. Ça m'arrange bien. Mon erreur, pendant cette période-là de l'armée, donc on va dire de mes 25 ans à mes 30 ans, enfin 29 plutôt, j'ai pas pris de traitement et j'ai pas eu de suivi. Ce qui fait que quand je suis parti en opération extérieure au Mali, j'étais en crise. J'ai tapé une grosse crise. J'ai pu aller au terme de ma mission. Mais quand je suis rentré, ça a été... j'étais voir le médecin de l'armée, rapport et tout, et ciao. Ouais, ils t'ont, comment on dit déjà, révoqué Réformé. Réformé, merci. Et suite à ça, bah voilà, tu retournes dans le civil. En plus, moi, j'ai changé complètement de région. Donc, nouveau suivi. Et c'est à partir de là, je sens, comme tu le disais précédemment, j'ai eu les stylos auto-injecteurs Humira. Ça n'a pas du tout fonctionné. Après, moi, j'avais pas forcément le bon mode de vie aussi. Mais ça n'empêche que ça justifiait pas les crises que je me suis tapé. Donc moi, en 3 ans, j'ai eu 3 grosses hospitalisations. Première 2021, abcès, malgré le traitement. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire ? Ça a été d'augmenter la dose. Et je me suis retrouvé avec des occlusions. Voilà. Tu vois, ça a été toujours plus... Et ça marchait pas, quoi. Ça marchait pas. La tête de l'eau, quoi. Non, et ça a été la pire période de ma vie, là, vraiment... Jusqu'à récemment, moi, ma dernière crise, c'était il y a 1 an. Ouais. C'était en février. Et... Ouais, non, vas-y, finis. Hein. Et voilà, et suite à ça, j'ai été à l'écoute de mon corps et j'ai décidé de prendre un habit extérieur parce que moi, ça m'a vraiment isolé socialement. Franchement, ça a eu un gros impact sur ça et j'ai décidé, voilà, de prendre les rênes en main et j'ai demandé un habit extérieur à un professeur qui est très réputé, le professeur Xavier Hubiterne, qui m'a dit, effectivement, en fait, à un moment donné, la partie malade, elle est tellement... t'as beau avoir les meilleurs traitements au monde, si t'es atteint sur la même partie, sur plusieurs années en plus, ça n'aura plus d'efficacité. Et c'est là où... C'est comme si, en gros, c'est un peu nécrosé et que quoi que tu fasses, tu peux pas... Ça perd son imperméabilité, ça devient poreux. Ouais. Et c'est pour ça qu'en fait, t'es sujet à des inflammations à répétition. Et des infections et autres trucs, quoi. Et ça, tu vois, tu parlais de gonflement, moi, je l'ai eu parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvé... moi, j'avais une fameuse combothérapie Immurel plus injection, Immura. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec 3 médicaments, donc Immurel, Humira, donc injection qui était doublée. J'étais passé de 40 à 80 mg, plus corticoïdes. Ouais. Et là, parce j'ai que gonflé. l'humain même est fait pour recevoir autant de trucs chimiques. Et éruption cutanée aussi, donc tu vois, éruption cutanée, gonflement, et là j'ai mis un gros stop, j'ai dit je veux faire une résection iléocéliaque, donc par célioscopie, donc par le nombril, tout ça. Et... Je ne savais même pas que c'était possible. Ouais, on y reviendra. Je connaissais pas du tout ça, je pensais pas que c'était possible. Ouais.
Mais ouais, non, mais vraiment, il y a des fois, ce les truc, traitements, en fait, ça complique plus les choses qu'autre chose. Ouais. En fait, c'est une maladie qui est handicapante parce que elle a un impact physique déjà et qui entraîne un impact psychologique. Ouais. Mais ça a plein de petites choses. Moi, notamment, j'ai de l'eczéma depuis que, au même moment où j'ai été diagnostiquée de la maladie, mon eczéma, alors, est-ce que c'est psychologique ? Non. Et après, en plus, c'est aussi engendré par le traitement qui empire les choses. Je peux déjà dire que c'est pas psychologique, puisque moi-même, j'ai eu de l'eczéma alors que j'en ai jamais fait de ma vie. Tu vois. Ouais, voilà. Moi, j'en avais fait petite, mais j'étais bébé. Et ça s'était jamais reproduit. Et quand on m'a diagnostiqué de la maladie, même période, juste après, eczéma. Ouais. Donc, finalement, aussi, c'était une période de ma vie très stressante, mais je pense que c'est un tout, et le traitement qui empire les choses. Et donc, du coup, eczéma, je pense c'est difficile de se rendre compte, mais l'eczéma, ça gâche si c'est pas traité, ça gâche la vie. Ah non, mais ouais. Parce que j'en ai sur les mains, j'en ai sur les articulations, j'en ai sur le visage, et ça, c'est le pire. Genre, là, au moment où je parle, j'ai la bouche en feu. Ah ouais. Et ouais, parce que bon, alors on me l'a déconseillé, mais je mets de la cortisone. Mais en fait, je ne peux pas vivre sans, parce que encore sur les mains, c'est gérable, ça brûle. Des fois, c'est horrible. J'ai les mains qui me brûlent complètement. Mais c'est les mains. Et ça te démange pas ? Si, ça me démange. Ouais. C'est ça me brûle, là, par exemple, j'ai envie de me gratter. Bon, on voit, voilà. Mais quand c'est le visage, moi, c'est tout le tour de la bouche et c'est les yeux. Voilà, le contour des yeux. Et je mets la cortisone le soir de temps en temps quand j'ai des crises, même si on me l'a déconseillé, parce qu'en fait, c'était pendant une période, je ne pouvais plus me maquiller. Et même si je me maquillais pas, j'ai des photos, on dirait que je me suis pris des pains dans la gueule. Concrètement, j'ai les yeux comme ça. Tu te lèves le matin, déjà ils sont gonflés parce qu'en fait ils sont en souffrance. Puis c'est tellement fin la peau des yeux. La bouche, elle double de volume. Et à la fin, ça me faisait des bouquets d'herpès, des trucs, parce que ça s'infectait. Ah ouais, c'était horrible. Et t'as beau mettre des crèmes, t'achètes pour des centaines d'euros chez une... Enfin, tu payes une dermato que tu payes très cher. Derrière, il te fait acheter pour des centaines d'euros de produits. Il y a rien qui... Voilà, et ça, c'est la maladie qui engendre ça. Ouais, complètement. Voilà, derrière, pareil, j'ai aussi une douleur au niveau du bas du dos qui s'est déclaré. Ah, et ça, par contre, putain, moi aussi. Moi aussi, ouais. Tu viens de me faire penser à ça, j'en ai souffert. Moi, c'est à gauche. J'ai un point qui est là. À gauche aussi. Sérieux ? Mais c'est exactement ça. Et j'avais été voir un ostéo et ça s'est réveillé à ce moment-là. J'étais mais à gauche. Moi, c'est la salle, en fait. Je me suis dit peut-être que je me suis fait une... Bah, exact. Comme toi. Ah ouais ? Je faisais du sport à fond. Je sais, à cette période des 25 ans, et à un moment donné, j'ai complètement arrêté parce que j'avais des douleurs au psoas iliaque et justement en bas du dos à gauche aussi. Mais c'est ouf, j'avais c'est pas quand j'apprends un truc là. Ah ouais. Moi, je pensais que j'avais une sciatique en fait. Mais pareil, j'étais persuadée. Ça m'est arrivé aussi, mais... moi, ça descend, des fois, ça me paralyse la jambe. Ah ouais, donc peut-être c'est le nerf qui est un peu inflammé. J'ai fait un IRM et tout. Ils me disent que j'ai rien. Et en fait, la gastro m'a dit que la RCH peut aussi provoquer des trucs un peu imaginaires. Non, mais des trucs au niveau de l'arthrite, je sais pas quoi. Ouais. Articulaire, tout. Non, ça joue sur beaucoup de choses. Hein. Voilà. Ouais, j'avoue que moi, j'ai été... donc, du coup, par rapport à cette douleur, donc j'ai été voir un autre ostéo, pas le même, hein, forcément. Il m'a dit, il n'y a rien. J'ai fait de la kiné. J'ai fait une radio aussi, parce que je me suis dit, peut-être que c'est osseux, en fait. Peut-être que j'ai un début d'hernie ou je sais pas quoi. Ouais. Rien. Il m'a dit franchement, vos vertèbres sont nickel et tout. Et en fait, je me suis dit, je sais même pas si c'était pas par rapport à cette douleur-là ou quoi, mais je me suis dit tiens, je vais jeûner. J'ai fait un jeûne de 72 heures où vraiment j'ai rien mangé. Hein. J'ai juste bu de l'eau, voilà, pendant 72 heures et c'est parti. Sérieux ? Ouais. Non, mais en fait, il y a un lien. Parce qu'en fait, c'est une inflammation, donc tant que tu manges pas, l'inflammation, elle se calme en fait. Et moi, c'est après donc ce jeûne que je me suis dit putain, mais j'ai plus mal au dos, c'est bizarre et tout. Et là, donc c'était il y a un peu plus de 6 mois, je crois. Et là, de temps en temps, je la ressens, mais c'est beaucoup moins présent qu'avant où vraiment je la sentais en permanence.
cette Pareil. douleur. Ouais, bah moi, c'est pareil. En fait, moi, c'est en allant voir un acupuncteur, Ouais. en faisant de l'acupuncture, en fait, à la fin de la séance, parce que cette douleur-là, on s'est rendu compte que c'était une contracture musculaire. Ouais, c'est ça. Donc, quand j'étais voir C'est un un muscle kiné ostéo, profond, en franchement, j'ai douillé. Parce qu'il appuie Ah, vraiment. c'est horrible. Ah, Et, ouais. et en fait, il te dit, détends-toi, au moment où je vais appuyer, toi, tu vas expirer. Et en fait, c'était juste horrible. Oh, ouais. Et pour revenir à l'acupuncteur, en fait, c'est lui qui a fait le lien. À la fin de la séance, il me dit, est-ce que vous avez des problèmes digestifs, tout ça? Je dis, bah oui, j'ai un Crohn. Il me dit, cherchez pas, c'est lié. C'est En fait, fou. l'inflammation créée par les intestins, en fait, ça travaille, nous, on le voit pas forcément, dans le corps humain, ça travaille énormément, et ça va créer des tensions au niveau des muscles dorsaux, en fait, en général. Ouais. Mais vous, c'est localisé. Parce que moi, c'est presque à la fesse, en fait. Ouais, c'est vraiment juste au-dessus. Tu sais où t'as les fossettes, là? Ouais, Les deux Ouais, c'est un peu ouais. c'est le C'est bloc là. lombaire, Moi, hein, c'est ça, la gauche, c'est quoi. vraiment sur la gauche aussi, moi. Ouais. Ouais, et puis Ouais. une douleur, mais des fois, j'arrivais pas à m'asseoir. C'est-à-dire Ah que ça ouais. me prenait comme ça et ça te... Et des fois, c'est plus léger, elle est là, elle te gêne, mais tu la sens pas trop. Et horrible. Ouais, Horrible. moi, c'est vraiment plus... comment on appelle ça? C'est plus une gêne qui, si je Ouais. vais la chercher, va se transformer en douleur. Mais c'est pas non D'accord. plus ultra fort. Ah, moi, il y a des moments Mais en où- fait, ouais, le sentiment, c'est que j'ai l'impression que j'ai deux os qui se frottent. Alors qu'en fait, j'ai compris que c'est un muscle profond qui est problématique. Oui. Mais la sensation, c'est comme si, ouais, tu sais, comme quand tu veux craquer tes doigts et que ça t'y arrive pas. Ben là, ça me fait un peu ça, mais à cet endroit-là, quoi, tu vois. Comme si t'as envie de craquer un truc, mais ça passe pas, tu vois. Moi, j'avais une sensation, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai visualisé ça dans ma tête quand j'avais cette douleur, comme si j'avais un kyste. Enfin, un truc qui faisait qui était là et qui appuyait sur quelque chose qui me faisait mal et qui était tellement profond que même, parce que j'ai essayé, même mon mec, il m'a massé et tout, il a essayé de me masser. Ouais, en mode Mais trigger point peu et tout. importe où il l'appuyait et tout, j'arrivais, Ça passe pas, ouais. ça atteignait pas la zone, en fait. C'est trop bizarre. Ouais. Même avec un pistolet masseur, alors que ça, c'est super puissant, Ouais. ça n'atteignait pas la zone en question. Trop bizarre. Comme si c'était vraiment en Ah, profondeur. c'est très C'est profond. ça. Parce qu'en fait, tu sais aussi parfois quand t'as un problème viscéral, donc que ce soit les intestins ou autre, je sais pas, la rate, le machin, et ben ça va se traduire par des douleurs dans le dos. Donc en fait, ça se trouve que même si on va chercher le truc dans le dos, en fait, c'est devant, quoi. Ouais. C'est ça. Parce que Parce que moi, aussi, je te dis, ouais. ça se dit que ça part au niveau de l'aine comme ça. Et en fait, c'est vraiment lié entre l'avant et l'arrière. Ouais, en effet, parce qu'il y a quelques années, pareil, j'avais eu des douleurs, alors un peu plus hautes, au niveau plus des lombaires. Enfin, voilà. Et j'étais allée voir un kiné et il m'avait dit, en fait, c'est pas votre dos, hein, le problème. C'est là. Ouais. Et ouais. C'est là et ça tire sur les organes de derrière et C'est c'est ça. ça qui vous fait mal au dos. Ouais. Donc c'est ça qui est fou. Hein. Ouais, moi pareil, j'avais une douleur, je pense toute ma vingtaine, j'avais mal, tu sais, en dessous de l'omoplate à droite, au niveau du soutien-gorge, en gros, quoi. Oui, je j'avais l'ai. un point tout le temps. Je l'ai ça aussi des fois. Et j'ai été voir un ostéo et lui il m'a dit, en fait, c'est les viscères, vous avez les viscères hyper bloqués. En gros, tout était clac, comme ça, tu vois. C'est Et du coup, contracté de fou. il m'a massé de ouf le ventre et depuis, j'ai plus jamais eu cette douleur. Toi aussi, t'étais impacté à ce niveau-là? De quoi, T'as dit omoplate? l'épaule? Non, Bah, je moi, disais en dessous dans le dos. Ouais, bah moi aussi, j'ai déjà ressenti ça. Et du coup, ça a un impact, moi, au niveau de l'épaule, tout ça. Ouais, l'épaule en fait, t'es droite contracté. aussi. L'épaule Ouais. droite, En souvent. fait, les MICI, elles ont un impact sur tout ce qui est musculaire, articulaire. Et ça, c'est pour ça, des fois, tout ce qui est échauffement, étirement, tout ça, c'est super important. Ouais. Mais ouais, c'est Ouais. sûr que c'est lié. Ouais, mais c'est ça, c'est que t'as des inflammations articulaires, musculaires et autres, quoi. Mais Donc, ça, à l'armée, je l'ai ressenti malheureusement. En fait, le psychologique, ça joue beaucoup. Mais à un moment donné, ça te rattrape. Tu vois, à ce moment-là, j'avais plus de traitement, tout ça. Et voilà, moi, je me suis engagé en 2 temps. T'étais pas forcément dans l'endroit, enfin, Non. dans En fait, c'est pas l'environnement le moins compatible. stressant possible Voilà, et tout ça, c'est pas quoi. compatible dans le sens où on t'impose un rythme de vie, d'entraînement, même au niveau de l'alimentation. On t'impose un rythme, ce qui fait que c'est pas compatible. Après, avec des si, on fera pas le monde, mais si j'avais eu un traitement et un suivi correct, peut-être que ça serait passé. Ouais. Après, en plus, l'armée, c'est à toi de t'adapter à l'armée, c'est pas l'armée qui s'adapte à Exactement. toi. Oui, complètement. Donc, Exactement. en D'où fait, le fait t'es là, que c'est marche ou il se crève. soit fait Et j'ai pas réformer osé par la en suite. parler de peur des représailles ou quoi, de sanctions, mais en fait, à la fin, ils ont été assez compréhensifs avec ça. Ils m'ont dit,
Marvin, on aurait fait la même chose à ta place. Ouais. Et la preuve étant, c'est que c'est tellement handicapant pour l'armée, la maladie, c'est que c'est considéré comme un truc où si tu l'as, tu es déclaré forfait. Donc c'est ça. pour une Mais raison. malgré tout, moi je regrette pas du tout mon parcours. Malgré ça, je suis parti en opération extérieure, j'ai fait tous les entraînements comme il fallait. Enfin, j'étais au terme de mes formations. Ouais. Franchement, je regrette pas du tout mon expérience de vie. Ça m'a poussé dans mes limites, quoi. Ouais. Et du coup, bon, on a pas mal dévié, mais ma question de base, c'était comment on se sent psychologiquement quand on est en crise. Donc, bon, on est un peu parti dans d'autres espaces, mais voilà. Du coup, c'est important qu'on réponde à cette question-là, surtout. Toi, Lisa psychologiquement, moi, je sais que des fois, j'ai l'impression de m'être fait rouler dessus par un camion. Ouais. Je me sens... Ou alors d'avoir fait la fête toute la nuit, alors que pas du tout. Genre, je me suis couchée à 23h et j'ai pas bu d'alcool. Et puis, du coup, moral, t'as l'impression d'être une merde, en fait. Ce truc de se dire... comment je vais avoir la capacité d'accomplir des choses alors que je suis même pas capable de me lever de mon lit, déjà, et de sortir de chez moi. Ouais. Et il y a des jours où, moi, je commence le boulot à 14h. Il y a des jours où je vais arriver à faire plein de choses avant le travail et des jours où je me lève à 11h30. J'ai à peine l'énergie de me préparer, de me coiffer. Alors qu'à la base, je suis hyper coquette, j'adore me maquiller, j'adore me coiffer, j'adore m'habiller. Là, je prends les premiers trucs, des fois, parce que t'as pas la force psychologique d'accomplir des trucs tout bêtes parfois, et donc du coup tu te dis si je suis pas capable de faire ça comme tout le monde, mais en fait accomplir des trucs pour ma carrière ou pour ça, c'est mort, demande quoi. Doublement d'efforts, quoi. C'est ça. Je sais que dans mon cas, quand j'étais en crise très très poussée, en fait, c'est que déjà, c'est une charge mentale de ouf, parce que t'y penses en continu tout le temps, parce que c'est pas comme si t'es en obsession dessus, c'est juste que c'est présent, c'est tellement présent. Dès que tu manges un truc, t'as mal. Dès que t'es assis quelque part, t'as mal. Dès que tu arrives quelque part, moi, je sais que dès que j'étais dans un environnement public ou social ou quoi, la première chose que j'allais faire, c'était repérer les toilettes, parce que tu sais jamais à quel moment tu vas avoir envie d'aller aux toilettes. Donc du coup, tu te dis, ok, elles sont là-bas, ok, machin. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire, je sais pas, en soirée... Après, je pense que c'est parce que j'avais envie de doubler, mais j'ai dit, oui, j'ai une maladie, je peux passer devant et tout. Et la personne avait le parce qu'il y avait une queue de 3 km, tu vois. Et tu te dis, mais enfin... vraiment, t'as des configurations qui sont extrêmes, quoi. Et donc, du coup, vu que déjà, en plus, les toilettes publiques en France, c'est pas les endroits les plus propres, moi, j'étais en mode, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, tu vois, et puis tu développes des trucs où tu te dis, par exemple, moi, c'était jamais imaginable de ma vie d'aller faire caca ailleurs que chez moi, tu vois. Ouais. Et là, je peux te dire que ce cap, tu le passes. T'es en mode, écoute, en squat, tout, pas de problème. Du coup, cuisses, fesses hyper musclées, y a pas de problème. Mais en tout cas, en fait, tu passes un cap où tu te dis, de toute façon, y a pas le choix, quoi. En fait, c'est soit ça, soit tu te fais dessus. Donc, en fait, voilà. Donc, mais c'est quand même très dur parce que t'as honte aussi d'en parler autour de toi, tu vois, de dire, en fait, j'ai tout le temps envie d'aller aux toilettes, mais ça va être du sang, Enfin, les gens, ils arrivent pas forcément à imaginer ou à conscientiser ce que ça représente pour toi. Et puis en plus, justement, autant tout à l'heure on parlait des hommes qui se font sculpter, que c'est pas évident, mais les femmes, tu sais, toi t'es là, t'es coquette, t'es propre sur toi, machin, et il y a un côté un peu cracra de dire tu vois, ou ça touche un peu à ta féminité d'une certaine manière, tu vois. Donc je sais que psychologiquement c'était pas évident. Et puis j'avais un pote qui un jour m'a dit un truc hyper violent. Il me dit, oui, mais toi, tu parles tout le temps de ça, c'est bon, quoi. Enfin, c'était à peine moins violent que ça, mais presque, tu vois. Ouais. C'était un truc du genre, quoi. Et je me suis dit, non, mais en fait, il se rend pas compte à quel point, déjà, je parle pas tout le temps de ça, et que si vraiment j'en parlais dans les détails, mais il se rendrait... Enfin, tu vois, justement, j'ai dû le corriger vachement ce que je vivais, pour pas être un fardeau pour les autres. Et malgré ça, zéro compassion de son côté. Bon, autant dire qu'après, je l'ai mis de côté, cette personne. Mais parce que c'est une maladie qui est
invisible pour les autres. Mais c'est ça. Pas pour nous, hein, mais pour les autres, Ouais. c'est invisible. Bon, après, on n'a pas la même maladie, nous trois, mais en soi, ça se rejoint. Ouais. Et tout à l'heure, j'ai fait les courses et il y avait tellement de monde et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. J'avais des bouffées de chaleur, j'avais le ventre qui me tournait et tout. Et moi, je pouvais pas passer à la caisse prioritaire parce que j'ai pas une carte handicapée. Mais pourtant, j'étais peut-être aussi mal que la dame à côté qui a 70 ans et qui, elle, parce qu'elle a 70 ans, elle peut passer à la caisse prioritaire. Ouais. Et en fait, en plus, il y a eu une histoire avec ça. Mais du coup, j'étais là, j'étais pas mal, j'étais pas bien, vraiment, j'étais à 2 doigts de passer, de tourner de l'œil. Vraiment. Et je me dis, tu vois, c'est un truc qui est invisible parce que je vais dire quoi à l'hôtesse de caisse? Ah, bah, j'ai la maladie, j'ai une RCH, laissez-moi passer, tu vois. Genre, elle va me dire, non, bah, tu te casses, quoi. Alors que, donc c'est pour ça, c'est quelque chose qui est invisible pour les autres, mais qui nous pourrit la vie, en fait, mais tout simplement. Complètement. Moi, ça m'est déjà arrivé de, je sais pas, t'es à une soirée ou quoi, chez des potes, et puis, ou dehors dans un bar. Puis ils disent, ah bon, on continue, on va à tel endroit. Et moi, je dis, non, je rentre parce que je sais que ça va être trop et que, en fait, j'ai juste envie d'être chez moi pour pouvoir aller aux toilettes tranquille, quoi. Mais vraiment, encore une fois, dans les cas où t'es en crise. Après, dans les moments où ça va bien, bon, ben, tu vis, entre guillemets, normalement, même si de temps en temps, tu vas avoir une douleur qui va venir comme un coup de poignard dans le ventre venu de nulle part, tu vois. Je sais que ça m'arrive encore de temps en temps. Ouais. Mais ça dure 5 secondes, et puis bon, tu fais... Ouais, bah, ok, c'est bon, c'est passé, tu vois, mais... Mais en fait, vous avez pas remarqué aussi, il y a une hypersensibilité. En fait, tout ce qui nous entoure, ça nous impacte fois 1000. Ah bah, on est vraiment des catalyseurs, on va dire tout ce qui t'entoure, tu vois. Par exemple, moi, tout ce qui est... on va dire toutes les choses négatives dans ma vie, que ce soit relations amicales, professionnelles... ça a un impact sur... bah oui, complètement. Et bah, ça m'a même conduit à couper les ponts. Voilà, comme tu l'as dit. J'ai laissé beaucoup de gens... mais vaut mieux de toute manière. En fait, tu te sépares vraiment de tout ce qui est négatif. Et moi, ça m'a permis de changer de métier. Mais vraiment, je me suis orienté vers des métiers qui sont le moins stressants possible. En fait, j'essaie d'évoluer dans un cadre le moins stressant possible. Ouais. Et ça t'oblige en fait à... je pense de toute manière que ces maladies-là sont aussi des maladies qui arrivent à des gens qui sont un peu trop éponges. Mais moi je pense que... Après on sait pas... C'est pour ça que je le disais dans la définition, que ok, il y a un terrain génétique, il y a un terrain environnemental et tout, mais je pense qu'il y a pour certaines personnes vraiment... Enfin moi je sais que mes crises, elles sont plus venues du fait d'une anxiété refoulée, de choses que j'ai énormément intériorisées, plus que de mon alimentation, parce que je suis pas une personne qui mange mal. Alors oui, j'ai mangé transformé beaucoup plus quand j'étais plus jeune et tout, mais j'ai jamais été la personne qui mange n'importe quoi, enfin tu vois... Et pour autant, enfin, qui avait un mauvais mode de vie, si tu veux. Et pour autant, voilà, la maladie est quand même venue. Donc oui, tu peux être porteur du gène et sans que ça se développe. Mais d'autres fois, bah voilà, psychologiquement, ça va pas. Parfois aussi, t'as des dépressions silencieuses, en fait. Donc ça aussi, c'est des choses, peut-être que t'as du mal à... Ouais, dépression silencieuse. à conscientiser ou à accepter, etc. Et donc, bah, ton corps, il prend le relais, en fait. Tu vois ? C'est ça. Bah, en fait, à force de mal digérer certaines choses. Ouais, exactement. Bah, c'est pour d'encaisser certaines choses. Non, mais c'est de prendre sur soi. Le corps, au bout d'un moment, il dit non, ça va plus là. C'est ça. Et donc, bah, après, moi, ça a pris un peu de temps entre le diagnostic donc, qui est tombé en 2012, comme ça, et vraiment le moment où je me suis dit, bah écoute, il faut que je prenne soin de ma santé mentale. Et donc, c'est en 2016 que j'ai décidé de, tu vois, consulter, de faire une psychothérapie qui a duré 2 ans. Et après, j'ai fait une psychanalyse pendant 4 ans. Et ça m'a changé la vie. Vraiment, tu vois. Parce que, en fait, tu fais le ménage. Tu fais le ménage dans ta tête, tu fais le ménage dans tes émotions, tu fais le ménage dans tout ce que tu as intériorisé. Et donc, nécessairement, après, tu te sens mieux dans ton corps, etc., tu vois. Ça, c'est bien. Ouais. Parce qu'avant, tout ce qui est psychologue, tout ça, c'était assez tabou, on n'osait pas, mais maintenant, la santé mentale, c'est vraiment la chose qui est mise de plus en plus en avant. Ouais. En plus, j'ai appris récemment que la psychologie, tu avais droit à une séance, je crois, par mois, remboursée par la Sécu. Enfin, mais déjà, ils mettent vraiment en place de bonnes choses par rapport à ça. En tant que personne qui ont une MICI, normalement, on peut être pris en charge pour voir un psychologue. Hein.
C'est juste Bah, qu'on tout est ça, mal je savais renseigné. pas. Ils te donnent un dépliant. C'est l'autre fois en faisant du rangement dans mes papiers médicaux et tout que j'ai vu ça. On peut avoir un suivi d'un diététicien gratuitement et un suivi psychologique également. Mais c'est fou parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais je sais pas vous, mais moi, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai eu un peu l'impression d'être balancée comme ça. Genre, t'as une RCH, tu vas prendre ce traitement, allez, merci, au revoir. Et là, t'es là en mode, attends, je comprends pas. Moi, je me suis trouvée super seule. Parce que, ok, tu la revois dans 6 mois, ta gastro. Ouais. Et puis quoi pourquoi, comment et moi, je me suis sentie lâchée dans la fosse en Ouais, t'as l'impression d'être ça. je sais pas... Le diagnostic, il tombe et après, ciao. Ouais. En fait, t'as monté de l'Everest toute seule, quoi. C'est ça. Mais c'est ça. Il n'y a pas de Sherpa ou quoi qui t'aide. C'est vraiment, toi, t'es là, solo, avec tes 2 bâtons et let's go, tu vois. Mais vraiment. Mais je te jure, c'est ah bah, merci, au revoir. Maintenant, tu te démerdes. Comme une grande... oui, mais quoi? Comment? Ah ouais, et en effet, peut-être avoir un truc de dire, ben voilà, il faudrait consulter peut-être un psychologue. Parce que ça, c'est pareil, j'y ai pensé. Ouais. J'ai pas encore passé le cap, je sais pas pourquoi. Mais je me dis des fois, mais genre, ce serait tellement nécessaire parce que c'est une maladie qui a trop un impact sur le psychologique. Franchement. Ouais, vraiment. Mais après, il y a d'autres prises en charge. Tu viens de me faire penser à ça, les thermes, les sources thermales. J'en ai parlé avec mon médecin traitant et en fait, il y a plusieurs centres de sources thermales qui sont référencés dans la France. Et c'est toi qui dois faire la demande auprès de ton médecin traitant. Okay. Et lui, après, il fait les démarches pour dire effectivement, tel patient a la maladie de Crohn et doit être pris en charge par rapport à ça. Je savais que ça se faisait pour les personnes obèses. Ben maintenant, ceux qui ont une maladie de Crohn, qui ont une maladie auto-immune, MICI, c'est pris en charge. Ok. Un petit week-end à Aix-les-Bains. Franchement, faut regarder, faut se renseigner. Moi, j'ai pas été jusqu'au bout. Mais si vraiment t'es en mode... C'est très lourd administrativement, mais... Ouais, c'est ça, c'est plein de démarches. Moi, notamment, tous mes produits que je prends pour ma peau, pour mon eczéma, c'est pareil, c'est pas pris en charge. Mais pas du tout. J'en ai pour des centaines d'euros. Ouais, pareil. Ça coûte très cher. Et alors que c'est une conséquence de ma maladie, je ne comprends même pas pourquoi c'est pas remboursé, parce que... quand t'as pas des revenus très élevés, tu te ruines facilement avec ça. Hein. C'est ça, mais toi, justement... Tu es en ALD, toi, ou pas? Affection de longue durée. Oui, mais quand tu vas à la pharmacie, que tu demandes de la crème pour le corps... Non, mais c'est juste que t'as des trucs qui sont pas pris en charge, en fait, quoi qu'il arrive. Hein. C'est ça. Justement, pour parler des effets secondaires de la maladie et ou du traitement, parce qu'on sait jamais trop si c'est à cause de la maladie ou du traitement... mais vous avez constaté quoi? Donc, on parlait de l'eczéma, et moi, je viens valider ce truc-là, parce que moi, ça a commencé juste après le Covid, donc en 2020, je crois. Non, attends. 2019, j'ai eu ma première truc cutané, où j'ai eu de l'urticaire, mais partout sur le corps. Donc, j'ai été hospitalisée. Et là, ils savaient pas ce que j'avais. J'avais vraiment l'impression d'être dans un épisode de Dr House. T'avais le médecin qui venait avec tous ses internes. Oui, alors nous avons un cas de nanana. Et j'avais de la détresse respiratoire. J'avais vraiment, tout le corps rempli d'urticaire, sauf le visage. Et ça me grattait de ouf. Et je pouvais rien faire. Enfin, ils m'avaient donné de la cortisone, mais ils t'en donnent une fois et après, ça revient. Donc, de toute façon, ils veulent pas t'en redonner. Ouais. Donc, j'avais de la pauvre Dexéril que je mettais en couche. Genre, si le drap, il frôlait ma peau, c'était horrible. Et donc ça, j'ai été hospitalisée pendant 4 jours. Ils m'ont fait tous les tests possibles et imaginables. Tout ça pour, au final, me apprendre que c'était un coronavirus. Donc, 1 an avant le Covid. Oh. Ouais. Et Pardon? Ah oui, tu m'en avais parlé, ouais. De l'urticaire? Non, mais en fait, le coronavirus, c'est une paille là, tu mets tout dedans c'est ça. Et en fait, c'était horrible parce que à la fois, j'avais de l'urticaire donc extérieur, mais je savais que j'en avais à l'intérieur parce que mes poumons, ils me grattaient. Enfin, vraiment la sensation de... Et je toussais, mais comme Gainsbourg en fin de vie. Vraiment, je marchais 50 mètres, je toussais, mais... Et du coup, quand le Covid, il est arrivé, là, j'étais là, attends, mais moi, j'ai eu ça il y a 1 an, c'est quoi ce délire? Sérieusement? Ouais, vraiment. Mais what? Ouais, il m'avait fait le test PCR, tout. Enfin, vraiment...
Et je me disais, après, on c'est sait peut-être qu'il toi y a le plusieurs... le patient numéro 1. C'est pas une maladie nouvelle, hein, ça Oui, existe c'est ça, depuis... c'est que, en fait, il y a eu plusieurs mutations, C'est etc. ça, ouais. Mais, puis oui, la souche que j'ai eue en 2019, ça n'a rien à voir avec le Covid. Mais c'est un SARS aussi, un truc comme ça, quoi. Et donc voilà, premier effet, parce que du coup, le traitement va faire que ton immunité baisse. Donc, t'es plus susceptible de choper plein de merde, quoi. Donc, moi, j'ai eu droit à l'eczéma, cette espèce de coronavirus. Ensuite, le vrai Covid, Mais le Covid, comme on le connaît, je l'ai eu 2 fois, voire 3, je sais plus. J'ai eu la grippe, chose que j'avais jamais eu de ma vie. J'ai eu une grippe, mais genre à base de fièvre, je devais être à 40 degrés, je faisais des fièvres délirantes et tout, genre je faisais des... Non, mais vraiment, genre je dormais en même temps, non mais vraiment, c'était n'importe quoi. Des angines à répétition. Il y a une année, j'ai dû faire peut-être 5 ou 6 angines en un an. Voilà, sans parler de la fatigue, comme tu disais, où t'as dormi 10 heures, tu te réveilles, on dirait que t'as un camion très qui t'a roulé présente dessus. la fatigue. C'est fou, alors que à la base, je suis quelqu'un qui se réveille facilement le matin. Ouais, là, je deviens lourde. Ouais. C'est horrible. C'est ça. Prise de poids. J'ai même eu droit aux mycoses aux ongles des orteils. Donc ça aussi, pas mal, tu vois, genre le pouce, quoi, le pouce du pied. Ouais. Ça aussi, mycose récurrente. J'ai aussi, ouais. Récurrente pendant des années. Et tu traites et ça revient. C'est ça. Et en fait, j'ai fini par vraiment voir une dermato compétente qui a fait que c'est parti et c'est plus revenu. Alors j'espère que ça reviendra pas. Parce que parfois, je pouvais être tranquille. Ça a commencé en 2016 par là. Et après, genre, je pouvais être tranquille 1 an. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, l'ongle, il finissait par tomber, tellement il était nul. Ouais. Et après, pendant 1 an, t'es tranquille et hop, ça repart. Ça repart. Et là, ça fait bien 2 ans, je crois que c'est réglé. Donc, on verra. Hein, mais donc ça, c'est bien chiant. Et sans parler aussi de l'acné. Tu vois, j'ai commencé à refaire de l'acné avec le traitement. Sérieux ? Ouais. Ça a mis du temps à ce que ça arrête. Mais c'est en changeant mon alimentation. Tout simplement que l'acné est parti. Mais ouais, je faisais de l'acné, chute de cheveux, de l'eczéma. Moi, pour le coup, contrairement à toi, c'était très localisé. Donc, c'est les paumes des mains, les pieds, sur le côté intérieur du pied, là. Et j'en ai eu sur le cuir chevelu, au point que j'ai eu un trou dans la tête. J'ai un pote pour imager qui m'appelait Fabrice Eboué. Il faut en rigoler un peu. Mais j'avais un vrai trou dans la tête. Mais surtout que j'avais les cheveux courts à ce moment-là. T'avais vraiment chaussé au moelle. Non, mais vraiment. Mais après, tu vois, je suis toujours restée positive. Ça me faisait pas déprimer. Je me disais, non, mais de toute façon, attends, j'ai tellement de cheveux, ça va repousser, c'est sûr et tout. Donc, mais c'était très, très chiant parce que ça te gratte. Non, mais l'eczéma, je pense que... Et puis, l'autre truc aussi, c'est la sensibilité des yeux. Je suis vachement sensible à la lumière maintenant. Ah ouais. Ah ouais, mais vraiment, genre, s'il y a du soleil, il me faut des lunettes, sinon je suis pas yimbe. T'es plus susceptible aussi aux conjonctivites, ce genre de choses. Alors moi, j'en ai eu une, mais c'était une conjonctivite sèche. Donc en gros, tu te réveilles, t'as les yeux hyper rouges et ça te gratte, mais t'as pas le truc un peu dégueu, entre guillemets. Mais ouais, j'avais consulté, il m'a dit, ouais, c'est conjonctivite, ça, c'est les maladies de Crohn, c'est récurrent chez les personnes. Fragilité des yeux, quoi. Donc voilà, à vous maintenant. Voilà, après tout ça, qu'est-ce que je te disais plus? Non, mais c'était quoi déjà la question exactement? Les effets secondaires de la maladie et du traitement. Ouais, moi, en fait, c'est parce que je l'ai dit précédemment, moi, c'était, moi, ça a plus été vraiment les traitements, quand j'ai eu cette triple thérapie, ça m'a fait gonfler, voilà, et puis j'ai eu les éruptions cutanées, et à un moment donné, toi aussi, t'as eu de l'eczéma? Ouais, j'ai pété ma gueulante parce que j'aurais dit, écoutez, moi, j'ai jamais eu d'acné au niveau du dos. Et en fait, il y a un matin, voilà, je prends ma douche, tout ça, et en sortant de la douche, je vois en fait tous ces boutons au niveau des épaules. Je me suis dit, non, il y a quelque chose qui est pas normal. Je peux pas rester avec des traitements aussi lourds, d'autant plus que c'était même pas efficace sur ma maladie, sans mes crises à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a amené à une consultation externe via une application, via un patient expert aussi. Patients experts, ce sont des gens qui partagent leur expérience comme nous, on est en train de le faire actuellement. Ouais. Mais sauf qu'ils ont une casquette vraiment on va dire, de coach ou de conseiller de vie, voilà. Moi, parce qu'eux l'ont vécu et ils en fin de compte, les médecins,
ou même les gens en général, ils peuvent pas parler à ta place. En fait, il y a que toi qui te connais mieux que toi-même, et en fait, quoi de mieux que des gens en fait qui partagent leur expérience de vie avec leur maladie pour justement t'orienter sur au niveau de ton quotidien. Et franchement, moi, c'est suite à ça que j'ai pu me détacher de tous ces symptômes. Là, actuellement, voilà, j'ai plus de symptômes, j'ai plus de traitement. Mais franchement, je suis passé par cette case où j'ai eu des effets vraiment très indésirables, franchement. Les éruptions cutanées, tout ça, c'était vraiment... Vous en parlez des symptômes dépressifs aussi, j'avais oublié de oui, préciser. alors, mais en fait, c'est ça que j'oublie d'aborder souvent. J'étais dans le déni, mais oui, j'étais en dépression silencieuse. À partir du moment où tu restes enfermé chez toi et que tu veux plus sortir, tu restes couché toute la journée, c'est que t'es en dépression. Moi, je pensais pas que c'était ça, et je suis resté très longtemps comme ça, dans cet état dépressif de rester cloîtré chez moi et de rien faire. Ouais, pareil. Et d'avoir limite peur de l'extérieur. Ah oui, non mais vraiment. Ouais, bah en fait, t'as pas envie d'être même le soir. En fait, sociale, quoi. En fait, je sortais, tu sais à quel moment je sortais, c'était la nuit. Des fois, je faisais des balades nocturnes. Je profitais de la nuit, du fait qu'il y ait personne, du calme, en fait. Moi, en fait, parfois, mon copain, il me disait, viens, on va faire une petite balade, profiter de la lumière du jour et tout. Et en fait, c'était vraiment une épreuve pour moi. Je disais, non, mais flemme. Alors, en fait, tu dis flemme, mais c'est juste que t'es dans une forme de dépression silencieuse, et surtout, t'es tellement tout le temps fatigué et en souffrance que tu te rends pas compte. Et donc, il me disait, viens, on va au moins au square à côté. Le square, il est à 200 mètres. Hein. Et pour moi, c'était genre, on a fait la balade du jour. Tellement c'était c'était éprouvant. Et pour revenir à l'anxiété sociale, je me rappelle d'une fois où je devais aller à l'anniversaire d'une copine. J'avais une autre copine qui venait me chercher, et j'étais déjà prête, manteau, chaussures et tout, et je lui ai dit non, en fait je peux pas y aller, je suis désolée, je peux pas. Elle m'a dit non, mais y a pas de problème, t'inquiète et tout. Bon, l'autre copine qui faisait son anniversaire m'en a un peu voulu, mais vraiment en fait c'est que t'as des moments où t'angoisses en fait. Ouais, c'est ça. Tu vrilles, comme s'il y avait un danger imminent. Exactement. Mais cette fatigue permanente, elle est omniprésente, que tu sois en crise ou non. Ça, j'en avais parlé avec les médecins. Même en étant en rémission, même moi, là, clairement, j'ai plus de symptômes, tout ça, mais il y a quand même des résidus de fatigue comme ça qui traînent. Total. Ouais, non, là où ça m'a le plus impacté, c'est depuis que je suis plus militaire, c'est le sport. Je n'arrive plus à prendre goût à ça. Mais ça, c'est un travail psychologique que je dois faire sur moi-même. Mais j'en ai tellement chié, en fait, à l'armée, au niveau du sport, parce que moi, à la base, toi, le goût de l'effort, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié énormément, et je l'ai complètement perdu. Maintenant, faire 10 pompes, tout ça, ça m'épuise psychologiquement, tout ça. J'ai plus autant envie qu'avant, tu vois. Donc moi, ça a vraiment eu un impact psychologique. En fait, ça donne une flemme générale. C'est ça. Moi, je dois constamment me mettre des coups de pied au cul pour me booster et pour faire des choses dans ma vie. Mais des fois, des choses... Par exemple, ça fait 3 semaines que je me dis, il faut que tu ailles à la pharmacie t'acheter ta crème pour l'eczéma. Parce que j'en ai besoin, je souffre. J'ai une pharmacie à littéralement 300 mètres. Mais non, le matin, j'aime être dans mon cocon. En fait, t'as l'impression que t'as besoin d'être dans un cocon, être protégé et rester là devant mes petites vidéos YouTube, mes petits streams, mes machins. Et après, je fais le trajet maison, boulot. Et tu vois, et limite, parfois bousculer cette routine-là pour aller juste à la boulangerie ou à la pharmacie qui est à 300 mètres de chez toi, j'ai l'impression, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si je me mettais en danger ou ça nécessitait un effort surnaturel. Genre, c'est fou quoi. Moi, je vois plus ça comme de la procrastination, en fait. Non. Vraiment, c'est... Non, mais ce que je veux dire, c'est que t'es tellement dans ton cocon, tu dis, je le ferai demain. Mais tu restes dans ce cocon. C'est pas tant ça, parce que c'est pas un manque de motivation, c'est vraiment une peur, une crainte du dehors, quoi. Et c'est trop bizarre à expliquer, mais je te comprends totalement, Lisa, hein, parce que moi, je l'ai vécu pendant des années. J'en sors à peine là, ça fait peut-être 2 ans, tu vois, que je me suis vraiment rendu compte, parce qu'en fait, à l'instant où tu le vis, t'en as conscience, mais pas totalement, et c'est vraiment quand t'en sors, tu te dis, mais attends, mais en fait... ça fait 2 ans que j'ai peur de sortir de chez moi, limite. Après, peut-être que le Covid, ça a rajouté une couche, hein, mais moi, clairement, avant le Covid, j'avais déjà ces problèmes-là, entre guillemets.
Et moi, c'est vraiment depuis cette période-là, parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui sortait beaucoup. Ouais. J'allais boire des coups avec mes copines, je faisais plein de choses, j'aimais bien être active. Et depuis qu'on m'ait diagnostiqué la maladie, depuis tout ça, je me suis renfermée, j'ai du mal à aller parfois vers les autres ou quoi. Bon, là, j'ai un pic où je vais beaucoup mieux et je me suis vachement libérée. Mais j'ai eu cette période-là, je crois que c'est l'une des pires périodes de ma vie, où j'ai du mal à parler, du mal à m'ouvrir avec les autres, limite devenir timide alors que je l'étais plus depuis des années, quoi. J'avais passé ce cap-là largement. Et en fait, j'en souffrais. Moi, j'en avais conscience. Et j'en souffrais parce que ça me rendait malheureuse, parce qu'à la fois, j'avais un truc en moi qui me disait j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'exister. Et à la fois, j'avais aussi une autre partie de moi qui me tirerait dans le fond du trou, tu vois, en mode non, tu restes là, tu vois, genre c'est trop bizarre comme... Il y a ce truc un peu en dents de scie, parce qu'effectivement, moi aussi, avant le Covid, je sortais énormément, etc. Mais autant j'allais beaucoup sortir... Enfin, j'arrive pas à me rappeler... je te dis, moi, j'ai des périodes, j'ai l'impression que mon cerveau, il dit, allez, ça dégage. Mais en fait, oui, j'ai toujours été une personne qui sortait beaucoup, très sociale, tu vois, qui a besoin de voir du monde, etc. Mais de plus en plus... Alors après, c'est peut-être... tu comprends mieux aussi comment tu fonctionnes, comment tu te recharges, etc. Mais j'apprécie énormément d'être seule, tu vois, genre tout le temps. Et pour autant, après, voir du monde aussi, je kiffe. Mais il y a eu un moment où, sortir, voir du monde, flemme, quoi. Ouais. Tu vois, ou genre, par exemple, voir une personne, ok, mais en groupe et tout, je me dis, va y avoir du bruit, on va me parler, je suis fatiguée, mal au ventre, machin. En fait, t'as tout... cette équation qui se fait, et après tu te dis bon, du coup flemme. Et alors après, parfois comme toi, coup de pied au cul, et tu te dis vas-y, non, je le fais, puis après t'es content de l'avoir fait quand même. Donc mais c'est t'essaies de te préserver le plus possible de tout ça, quoi, en fait. Donc c'est un peu compliqué pour les effets secondaires. Tout ça rentre dedans, quoi, en fait. En fait, on dirait qu'on a tous les malheurs du monde avec ça, mais ça engendre tout un tas de petits trucs qui, à la fin, te rendent complètement au bout de ta vie, en fait. C'est ça. On va s'arrêter là pour cette première partie, si ça vous va, parce que ça fait déjà 1h30 qu'on discute. Et on va reprendre pour la suite. J'ai encore plein de petites questions, donc voilà. Merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et que vous comprenez un peu mieux ce qu'est une MIS-C. À savoir une maladie de Crohn ou une RCH, et voilà, vous comprendrez un peu plus comment fonctionnent les personnes autour de vous qui sont atteintes de ça, pourquoi elles sont un peu renfermées sur elles-mêmes parfois et d'autres fois au taquet, enfin bon, voilà, quoi. Merci à vous deux, et puis on reprend. Merci à toi. On reprend, quoi. À toutes. Nous arrivons à la fin de la première partie de cet épisode consacré aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, et je vous remercie de votre écoute. Si vous êtes encore là, je vous invite à liker l'épisode, le commenter et bien sûr le partager pour toucher le plus grand nombre. Si comme moi vous êtes atteint d'une MIS-C, je serai curieuse et ravie de lire vos témoignages, car je sais combien s'exprimer sur le sujet peut être salvateur. Vous pouvez bien évidemment le faire en commentaire ou bien me retrouver sur Instagram @bougieparfumée.podcast. En attendant la seconde partie de l'épisode, vous pouvez toujours écouter ou réécouter les autres épisodes disponibles sur la chaîne. Prenez bien soin de vous, chers auditeurs et auditrices, et à bientôt.